Le métal froid du châle en dentelle de la mère de Clara Whitfield pressait ses doigts tremblants, tandis que le commerçant secouait la tête une dernière fois. Je suis désolée, Madame Whitfield. Je ne peux vraiment pas. Les mots résonnèrent dans le magasin général de Carter comme une condamnation à mort. La main de Lily, âgée de 8 ans, se resserra sur le manteau usé de sa mère. Et Clara sentit les regards de chaque personne dans le magasin lui brûler le dos. La veuve qui ne pouvait même pas acheter de la farine. Puis des bottes raclèrent le bois derrière elle. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue, basse et calme, perça sa honte. « Venez avec moi. Il fait trop froid ce soir. » Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Clara ne se retourna pas. Elle ne le pouvait pas. L'humiliation l'avait déjà mise à nu devant la moitié de la ville. Et maintenant, un inconnu lui offrait une charité qu'elle n'avait même pas demandée. Sa mâchoire se serra tandis qu'elle fixait les sacs de farine empilés derrière le comptoir. Si proche, et pourtant si incroyablement loin. « Madame, » reprit la voix. Cette fois, elle se retourna. L'homme qui se tenait à 3 pieds derrière elle était grand, peut-être 6 pieds 2. Ses épaules remplissaient son manteau de toile usé. Son visage était buriné, de telle manière qu'il était impossible de deviner son âge. Il aurait pu avoir 30 ans, ou bien 45. Ses yeux sombres la regardaient avec une expression qu'elle ne parvenait pas à définir. Pas de la pitié, ni du jugement, juste de la constance. « Je n'ai pas besoin, » commença Clara. « Il fait 14 degrés dehors, » dit-il, sa voix dénuée de toute émotion. « Vous prévoyez de marcher 5 miles. Nous avons déjà marché par des temps plus froids, » dit Clara. Son menton se releva, tandis que Lily se serrait contre elle. L'homme baissa les yeux vers Lily. Le manteau de la petite fille était trop petit de 2 tailles. Ses manches s'arrêtaient bien au-dessus de ses poignets. Ses joues étaient déjà rouges du froid qu'elles avaient enduré pour venir en ville. « J'en suis sûre, » dit l'homme doucement. Puis, il regarda de nouveau Clara. « Mais vous n'avez pas à le faire ce soir. » Thomas Carter, le commerçant, se racla la gorge, mal à l'aise, derrière le comptoir. « Cole, tu n'es pas obligé. Je ne te demandais pas ton avis, Tom. » La voix de Cole ne s'éleva pas, mais quelque chose fit taire le commerçant net. Le cœur de Clara battait la chamade contre ses côtes. Cet homme, Cole, tout le monde dans le magasin le regardait comme s'il était dangereux. Même Tom Carter, qui tenait ce magasin depuis 20 ans et n'avait jamais reculé devant rien, s'était tu. « Merci pour votre offre, » dit Clara prudemment. « Mais nous nous en sortirons. » « Vraiment? » Cole pencha légèrement la tête. « Parce que de là où je suis, s'en sortir ressemble à une femme sur le point d'emmener sa fille dans une tempête qui arrive du nord en ce moment même. Elle devrait frapper dans environ 1 heure. » Clara ouvrit la bouche pour protester, mais la petite voix de Lily la coupa. « Maman, j'ai froid. » 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que la résolution de Clara se fissure comme de la glace sous pression. Elle baissa les yeux vers sa fille, sa belle et courageuse fille. Elle ne s'était pas plainte une seule fois pendant les 2 miles de marche jusqu'en ville. Elle avait regardé sa mère offrir le châle de sa grand-mère sans verser une seule larme. Et maintenant, elle tremblait, bien qu'elle essayât de le cacher. « D'accord, » murmura Clara, puis plus fort. « D'accord. » Cole hocha la tête une fois. « Ma charrette est dehors. » Il se dirigea vers la porte sans attendre de réponse, et Clara se retrouva à le suivre. La main de Lily toujours serrée dans la sienne. Derrière elle, elle entendit l'éruption immédiate de murmures, mais elle ne se retourna pas. Elle avait assez donné de sa dignité à Red Hollow pour une journée. Le vent les frappa dès qu'ils sortirent, et Clara, par instinct, serra Lily plus fort contre elle. Comme l'avait dit Cole, des nuages sombres s'accumulaient à l'horizon nord. Ils se déplaçaient rapidement. La charrette de Cole était un simple véhicule de travail. Rien d'extraordinaire, tiré par 2 chevaux robustes, qui semblaient mieux nourris que la plupart des gens en ville. Il monta sur le siège du conducteur sans cérémonie. Puis il baissa les yeux sur Clara et Lily, toujours debout dans la rue. « Vous allez geler là-dessous, » dit-il. Clara souleva d'abord Lily et la petite fille se hissa sur la banquette. Puis Clara monta à son tour,
installant Lily entre eux. La proximité de cet homme étrange la rendait extrêmement consciente de chaque souffle, de chaque mouvement. Cole tira une épaisse couverture en laine de derrière le siège et la tendit à Clara par-dessus Lily. Pour la petite, dit-il. Clara en enveloppa immédiatement Lily, et les tremblements de sa fille commencèrent à ralentir. La couverture était propre et sentait légèrement le pain. Cole fit claquer sa langue et les chevaux se mirent en route. Ils laissèrent Red Hollow derrière eux, se dirigeant vers l'ouest, vers la propriété des Whitfield. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le grincement des roues de la charrette et le rythme régulier des sabots. « Comment savez-vous où nous habitons ?» demanda finalement Clara, incapable de se retenir. « C'est une petite ville, » dit Cole. « Tout le monde connaît la propriété des Whitfield. Tout le monde sait qu'elle est en train de péricliter. C'est ce que vous voulez dire? » Cole lui jeta un bref regard. « Je n'ai pas dit ça. Vous n'aviez pas à le faire. » Les mains de Clara se tordaient sur ses genoux. Toute la ville nous regarde nous débattre depuis la mort de James. Ils regardent et attendent de voir combien de temps il nous faudra avant de tout perdre. Votre mari, dit Cole. Ce n'était pas une question. Il y a 2 ans, une pneumonie l'a emporté en 3 jours. La voix de Clara devint plate, comme toujours quand elle parlait de James. Il m'a laissé avec 40 acres que je ne sais pas cultiver et des dettes que je ne peux pas payer. Et votre famille? Le frère de James a pris le peu d'argent que nous avions à la banque et a disparu. Il a dit qu'il sécurisait son héritage avant que les créanciers ne puissent le réclamer. L'amertume dans la voix de Clara était assez vive pour couper. Mes parents sont morts. Ma sœur a épousé un cheminot et a déménagé à Chicago. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 4 ans. La voix de Lily sortit, étouffée, dessous la couverture. Maman dit qu'on se débrouille très bien toute seule. Cole regarda la petite fille. J'en suis sûre. Mais ses yeux disaient autre chose lorsqu'ils se posèrent de nouveau sur Clara. Il disait qu'il avait vu la façon dont ses mains tremblaient dans le magasin, la façon dont son manteau flottait sur une silhouette qui avait perdu trop de poids, le désespoir qu'elle avait tant essayé de cacher. « Pourquoi nous avez-vous aidés ?» demanda brusquement Clara. « Vous ne nous connaissez pas. » Cole resta silencieux un long moment. « C'est peut-être justement pour ça. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. » La tempête les atteignit à environ 20 minutes de la ville. La neige commença à tomber en flocons épais et lourds, qui transformèrent rapidement le monde en une page blanche. Cole pressa les chevaux et Clara serra Lily plus fort, enroulant plus solidement la couverture autour de son petit corps. « Parlez-moi de votre terre, » dit soudainement Cole. Clara cligna des yeux. « Quoi? Vos 40 acres, qu'y a-t-il dessus? Une cabane, une grange qui tombe en ruine, des clôtures qui n'ont pas été réparées depuis 2 ans, des champs qui n'ont pas produit de récolte décente depuis la mort de James. » La voix de Clara se brisa légèrement. « Pourquoi demandez-vous ça? Simple curiosité. Personne n'est simplement curieux au sujet d'une propriété en faillite. » La mâchoire de Cole se contracta, presque imperceptiblement. « Peut-être que je veux savoir dans quoi je m'engage. Vous vous engagez? » L'estomac de Clara se noua. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que je vous ai vu offrir le châle de votre mère pour un sac de farine. Ça veut dire que j'ai vu Tom Carter vous renvoyer parce que toute la ville a décidé que vous étiez un mauvais investissement. Et ça veut dire que je me demande ce qu'il faudrait pour que 40 acres produisent à nouveau. » « Ça ne vous regarde pas, » dit Clara sèchement. « Peut-être pas, » admit Cole. « Mais ça pourrait. » Clara le dévisagea. « Je ne comprends pas. »« Vous possédez de la terre, » dit Cole, sa voix d'un calme exaspérant. « Vous n'avez ni la force ni les compétences pour la travailler. J'ai la force et les compétences. On dirait un problème avec une solution simple. Êtes-vous... » Le souffle de Clara se coupa. « Êtes-vous en train de proposer de m'aider à travailler ma terre? Je dis que c'est une possibilité qui mérite d'être discutée. Pourquoi? » La question jaillit de Clara comme quelque chose qui avait accumulé de la pression pendant des heures. « Pourquoi feriez-vous ça? Qu'est-ce que vous attendez de nous? » Cole arrêta les chevaux. À travers la neige qui tombait, Clara pouvait à peine distinguer la silhouette de sa cabane à une centaine de yards plus loin. Il se tourna pour la regarder directement, et pour la première fois, elle vit quelque chose derrière son expression constante. Quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude. « Peut-être que je suis fatigué de voir les gens se débattre quand ils n'ont pas à le faire, » dit-il doucement.
Peut-être que je sais ce que c'est que de n'avoir rien ni personne. Peut-être que j'ai du temps et des compétences que je n'utilise pour rien de significatif. Il marqua une pause. Ou peut-être que je n'aime tout simplement pas voir une femme et sa fille avoir faim quand il y a 40 acres de bonne terre laissés à l'abandon. Je ne peux pas vous payer. Je ne vous l'ai pas demandé. Alors quoi? Nous trouverons une solution. Cole fit claquer sa langue et les chevaux se remirent en route. Pour l'instant, rentrons chez vous avant que cette tempête n'empire. Ils atteignirent de la cabane juste au moment où la neige se mit à tomber, si drue qu'il était difficile de voir à plus de quelques pieds. Cole aida d'abord Lily à descendre, puis tendit la main à Clara. Elle n'hésita qu'un instant avant de la prendre. Sa poigne était forte et calleuse, la main de quelqu'un qui connaissait intimement le dur labeur. Clara s'attendait à ce qu'ils partent immédiatement, mais au lieu de ça, Cole contourna la cabane sans un mot. Elle entendit le bruit d'une hache frappant du bois un instant plus tard. « Maman, qu'est-ce qu'il fait? » demanda Lily. « Je ne sais pas, ma chérie. » Clara fit entrer Lily et alluma le feu dans le poêle. Elles avaient assez de bois pour ce soir au moins, bien que demain soit une autre question. La cabane était petite, juste 2 pièces, et le froid s'infiltrait par chaque fissure dans les murs. Clara ajouta leur dernière bûche au feu et essaya de ne pas penser à comment elle resterait au chaud une fois qu'elle serait consumée. Le bruit du bois qui se fendait continua pendant encore 30 minutes. Puis il cessa. Clara entendit des pas sur le porche et un instant plus tard, un bruit sourd retentit contre la porte. Elle l'ouvrit et trouva Cole debout, la neige couvrant son chapeau et ses épaules. Derrière lui, empilé contre le mur de la cabane, il y avait assez de bois de chauffage pour leur durer 1 semaine. « Vous n'aviez pas à le faire, » commença Clara. Cole brandit un sac en toile de jute. « Tom Carter a envoyé ça. De la farine, des haricots, du sel, du porc. Il a dit de vous dire qu'il est désolé. » Les yeux de Clara la brûlèrent. Ce n'était pas nécessaire. « Probablement pas, » admit Cole. Il posa le sac à l'intérieur de la porte. « Mais c'est là quand même. » Il se tourna pour partir et Clara se surprit à parler avant de pouvoir s'en empêcher. « Attendez, » Cole s'arrêta. « Pourquoi faites-vous vraiment ça? » demanda Clara. La vérité cette fois. Cole la regarda un long moment. « Parce qu'il y a 10 ans, quelqu'un m'a aidé quand je n'avais rien. Il m'a donné une chance quand tout le monde avait abandonné. Et depuis, j'essaie de trouver un moyen de rembourser cette dette. Alors, c'est de la charité? » « Non, » dit Cole doucement. « C'est ce que les voisins sont censés faire les uns pour les autres. C'est ce que signifie la communauté. C'est... » Il s'arrêta, puis secoua la tête. « C'est simplement la bonne chose à faire. » Avant que Clara ne puisse répondre, il retournait déjà vers sa charrette, disparaissant dans le rideau blanc de la neige qui tombait. Elle le regarda jusqu'à ne plus le voir, puis ferma la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la gratitude et tout à voir avec la peur, parce qu'elle savait ce que c'était que l'espoir, et elle savait exactement à quel point ça faisait mal quand on vous l'enlevait. La tempête dura 3 jours, 3 jours de neige si lourde que Clara ne pouvait pas voir la grange depuis la fenêtre de la cabane. 3 jours de vent qui hurlait à travers chaque fissure et menaçait d'arracher le toit. 3 jours où Lily demandait quand elle pourrait sortir et où Clara essayait de prétendre que tout allait bien. Pendant ce temps, leur réserve de nourriture diminuait et le froid s'infiltrait plus profondément dans leurs os. Au matin du 4e jour, Clara se réveilla dans le silence. Elle poussa la porte et découvrit un monde transformé. La neige s'était accumulée contre la cabane en vagues de 3 pieds de haut. Le chemin vers la grange, le peu de chemin qui existait, était complètement enseveli. Et au loin, à peine visible à travers la brume matinale, elle pouvait voir de la fumée s'élever. Elle venait de la direction du ranch Ridgeback où travaillait Cole, à 7 miles de là. Clara passa la journée à essayer de creuser un chemin vers la grange. Elle réussit à avancer d'environ 10 pieds avant que ses bras ne la lâchent et que ses poumons ne la brûlent à cause de l'air froid. Lily essaya d'aider, ses petites mains poussant la neige avec un seau, mais c'était inutile. Elles étaient piégées. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que Clara envisageait de casser une de leurs chaises pour faire du feu, elle entendit quelque chose dehors. Des sabots se déplaçant lentement dans la neige profonde. Elle attrapa le vieux fusil de James, déchargé, mais la personne dehors n'avait pas besoin de le savoir, et ouvrit la porte.
Cole était assis sur son cheval, le manteau et le visage couverts de neige. Il menait un deuxième cheval derrière lui, chargé de provisions. « Je pensais que vous auriez besoin de quelques trucs, » dit-il simplement. Clara le dévisagea. « Vous avez parcouru 7 miles à cheval dans une neige jusqu'à la taille. Elle n'était pas si profonde tout le long du chemin. » Cole descendit de cheval et commença à décharger le cheval de bas. Du bois de chauffage, plus de nourriture, du foin pour les animaux qu'elle pourrait encore avoir. La porte de votre grange est cassée. La neige s'est engouffrée toute la semaine. Je sais, dit Clara doucement. J'allais la réparer quand vous auriez le temps, termina Cole. Et les outils et la connaissance de comment la réparer. Ça aurait dû paraître condescendant, mais ce n'était pas le cas. C'était juste la vérité. Je m'en occuperai avant de partir, dit Cole. Il transporta la première charge de provisions vers la cabane. Clara s'écarta pour le laisser entrer. Lily sursauta de l'endroit où elle était assise près du poêle. « Vous êtes revenu ?» dit-elle, son visage s'illuminant d'une manière qui fit mal à la poitrine de Clara. « J'avais dit que je le ferais. » Cole posa les provisions. « Tu as tenu compagnie à ta maman? »« J'ai été très sage, » dit Lily sérieusement. « Maman dit que je suis sa meilleure aide. J'en suis sûre. » Cole jeta un coup d'œil à Clara. « Où est votre grange? » Clara la montra du doigt. Pendant les 2 heures suivantes, alors que la nuit tombait et que la température chutait, Cole travailla. Clara pouvait l'entendre marteler, déplacer des choses, le son grave de sa voix parlant aux chevaux. Quand il revint enfin, son visage était rouge de froid, mais le travail était fait. « Ça devrait tenir jusqu'au printemps, dit-il, mais il faudra remplacer certaines de ces planches à terme. »« Merci, dit Clara. » Les mots semblaient totalement inadéquats. Cole retira ses gants et la regarda. « J'ai réfléchi à ce que j'ai dit, à propos de la terre. » Le pouls de Clara s'accéléra. « Et? Vous possédez 40 acres. Vous vous noyez en essayant de les gérer seul. »« Je travaille au Ridgeback, mais j'ai du temps, les matins, les soirs, les dimanches. » Il marqua une pause. « Si nous travaillions ensemble, cette terre pourrait produire à nouveau. Elle pourrait vous nourrir, vous et la petite. Elle pourrait même générer un petit profit. »« Pourquoi feriez-vous ça? » demanda Clara. « Qu'est-ce que vous y gagnez? Un endroit où travailler, quelque chose qui a de l'importance. » La voix de Cole resta égale. Et peut-être la satisfaction de voir quelque chose grandir au lieu de mourir. Clara regarda Lily, qui les observait tous les deux avec de grands yeux. Puis elle se tourna vers Cole, cet homme étrange et silencieux qui avait traversé un blizzard pour aider des gens qu'il connaissait à peine. « À quoi ressemblerait ce partenariat? » demanda-t-elle prudemment. « Je viendrai 3-4 fois par semaine. Nous réparerions ce qui doit être réparé, planterions ce qui doit être planté, construirions ce qui doit être construit. » Cole la regarda dans les yeux. « Et en retour, quand la terre produira à nouveau, je prendrai une part. 20%. » 20%? La voix de Clara s'éleva. « C'est juste, » l'interrompit Cole, « parce qu'en ce moment, vous obtenez 0% de rien. 20% de quelque chose, c'est mieux que ça. » Il avait raison. Clara détestait qu'il ait raison, mais c'était le cas. « Et la ville? » demanda-t-elle. « Que diront les gens? Les gens ont toujours quelque chose à dire. » L'expression de Cole ne changea pas. La question est de savoir si vous vous souciez plus de leurs paroles ou de l'avenir de votre fille. Clara regarda de nouveau Lily. Sa fille était mince, trop mince. Ses joues étaient creuses d'une manière qui tenait Clara éveillée la nuit. Le choix n'en était pas vraiment un. « D'accord, » murmura Clara. « Nous allons essayer, mais je veux que ce soit clair. C'est un arrangement commercial, rien de plus. »« Compris, » dit Cole. « Et si ça ne marche pas, si la terre échoue encore? »« Alors nous aurons essayé, » dit simplement Cole. « Mais nous ne le saurons pas si nous ne commençons pas. » Il partit 20 minutes plus tard, retournant à cheval dans l'obscurité vers le ranch Ridgeback. Clara le regarda depuis la fenêtre jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse. Lily, chaude et nourrie à ses côtés pour la première fois depuis des semaines. « Maman, » dit doucement Lily, « est-ce que M. Cole va nous aider maintenant? »« Oui, ma chérie, » dit Clara. « Je pense que oui. »« Bien, » dit Lily. « Je l'aime bien. Il est gentil. » Clara ne répondit pas, car gentil était un mot pour les choses simples, et rien chez Cole Bennett ne semblait simple. Il était compliqué d'une manière qui la rendait nerveuse,
qui la rendait consciente de profondeurs qu'elle ne pouvait pas voir, de courants qu'elle ne pouvait pas lire. Mais il était aussi la seule personne à Red Hollow qui l'avait regardée et avait vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et pour l'instant, c'était suffisant. Cole arriva 3 jours plus tard, juste après l'aube, et Clara ne l'attendait pas. Elle était dehors, essayant de briser la glace sur la pompe à eau, quand elle entendit la charrette. Son cœur sursauta avant qu'elle ne puisse l'en empêcher, et elle se détesta pour cette réaction. C'était du commerce. Juste du commerce. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui, lança-t-elle sans le regarder. Je vous ai dit 3 à 4 fois par semaine. Cole descendit de la charrette et Clara vit qu'il avait apporté du bois, des outils, du fil de fer pour les clôtures. Je me suis dit que j'allais commencer par ce qui est urgent. Tout est urgent, marmonna Clara. Alors nous allons prioriser. Cole passa devant elle en direction de la grange, l'évaluant avec le même regard constant qu'il semblait appliquer à tout. La grange d'abord. On ne peut pas garder des animaux ou stocker du fourrage si elle s'effondre. Ensuite les clôtures, puis les champs. Je n'ai plus d'animaux, dit Clara. J'ai vendu la dernière vache en octobre. Cole s'arrêta, se retourna. Vous avez vendu votre seule vache. Nous devions manger. Et le lait, le beurre, le fromage. Et alors? La voix de Clara se fit plus vive. On ne peut pas boire du lait qu'on n'a pas, Monsieur Bennett. Quelque chose vacilla sur le visage de Cole. De la colère, peut-être, ou de la frustration. C'est Cole. Et vendre votre dernière vache était une décision à court terme. À court terme? Les mains de Clara se crispèrent. Ma fille avait faim. La vache nous a permis de vivre 3 mois de plus. Ce n'est pas une décision à court terme, c'est de la survie. Une survie qui vous laisse dans une situation pire qu'avant, dit Cole. Maintenant, vous n'avez plus de vaches, plus de lait, et vous avez toujours faim. Alors qu'aurais-je dû faire? La voix de Clara s'éleva malgré elle. Laisser Lily mourir de faim pendant que je gardais une vache que je ne pouvais de toute façon pas me permettre de nourrir pendant l'hiver? Cole resta silencieux un moment. Alors vous auriez dû demander de l'aide avant que la situation ne devienne si grave. J'ai demandé, dit Clara, la gorge serrée. Toute la ville a dit non. Vous avez demandé à la ville, dit Cole. Pas à moi. Les mots restèrent suspendus entre eux comme quelque chose de physique. Clara se retourna vers la pompe, martelant la glace avec plus de force que nécessaire. Eh bien, vous êtes là maintenant, dit-elle. Alors, que voulez-vous que je fasse? Restez à l'écart pendant que je travaille sur la grange. Gardez Lily à l'intérieur où il fait chaud et arrêtez d'essayer de prouver que vous n'avez pas besoin d'aide. La mâchoire de Clara se serra, mais elle ne discuta pas. Elle rentra à l'intérieur où Lily dessinait avec un morceau de charbon de bois sur un vieux journal. « Monsieur Cole est là? » demanda immédiatement Lily. « Oui? Je peux aller le voir? »« Non, il travaille. »« Mais maman, j'ai dit non, Lily. » Le visage de sa fille se décomposa et la culpabilité tordit l'estomac de Clara. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que laisser Lily s'attacher à Cole était dangereux. Les gens partaient, les gens mouraient, les gens promettaient des choses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Elle avait appris cette leçon avec James, et elle n'allait pas laisser sa fille l'apprendre à la dure. Le bruit des marteaux remplit la matinée. Clara essaya de se concentrer sur la réparation des vêtements, mais son attention dérivait sans cesse vers la fenêtre. Cole travaillait avec une efficacité qui témoignait d'années d'expérience. Pas de mouvements inutiles, pas d'hésitation. Il savait exactement ce qu'il faisait. Vers midi, Clara lui apporta de l'eau et un morceau de pain. C'était tout ce qu'elle avait à offrir. « Merci, dit Cole, acceptant les deux sans commentaire. « Ce n'est pas grand-chose. C'est suffisant. » Il but la moitié de l'eau, puis la regarda. « Votre fille n'arrête pas de me regarder par la fenêtre. Whitfield, vous survivez, mais vous ne vivez pas. Et cette petite fille à l'intérieur mérite mieux que de simplement survivre. » Clara lui arracha le gobelet d'eau. « Vous ne savez rien de ce que ma fille mérite. » « Je sais qu'elle s'illumine chaque fois qu'elle me voit, dit Cole doucement. Et je sais que c'est parce qu'il n'y a personne d'autre dans sa vie qui lui prête attention, à part vous. Ce n'est pas une critique, c'est une observation. » Clara voulait protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'il avait raison. Dieu l'aide, il avait raison. « Que voudriez-vous que je fasse? » demanda-t-elle, détestant le son si faible de sa voix.
L'emmener en ville pour que tout le monde puisse chuchoter sur la pauvre veuve et sa ferme en faillite, la laisser entendre ce qu'ils disent de nous? Apprenez-lui à monter à cheval, dit Cole. Apprenez-lui les animaux, la terre et le travail. Donnez-lui quelque chose dont elle peut être fière au lieu de quelque chose dont elle doit se cacher. Je ne sais pas comment faire tout ça. Moi si, dit Cole, si vous me le permettez. Clara le dévisagea. Pourquoi vous en souciez-vous? Parce que j'ai été cet enfant un jour, dit Cole. Et pour la première fois, sa voix portait un poids au-delà des mots, celui dont tout le monde chuchotait, celui que personne ne voulait dans les parages. Et la seule chose qui m'a sauvée, c'est quelqu'un qui a pris le temps de... Pourquoi on ne peut pas lui faire confiance? Parce que la confiance est ce qui vous blesse, voulait dire Clara. Parce que ton père m'a promis l'éternité et m'a donné 2 ans. Parce que cette ville nous a promis une communauté et nous a donné le jugement. Parce que l'espoir est la chose la plus cruelle au monde quand on vous l'enlève. Mais elle ne pouvait pas dire tout ça à une enfant de 8 ans. On peut lui faire confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait, dit Clara prudemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on se permet d'avoir besoin de lui. Tu comprends? Le visage de Lily se plissa. Non. Tu comprendras un jour, dit doucement Clara. J'espère que tu n'auras pas à le faire, mais tu comprendras. 2 semaines passèrent. Cole venait un jour sur 2, parfois le matin, parfois le soir après son travail au Ridgeback. La grange se transforma lentement. De quelque chose tenu par l'espoir et la rouille, elle devint une véritable structure. Il remplaça des planches, renforça la charpente, répara le toit. Quand il eut fini, il passa aux clôtures. Clara le regardait travailler depuis la fenêtre de la cabane plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose de presque méditatif dans la façon dont Cole abordait chaque tâche. Méthodique, patient, minutieux, il ne se pressait jamais, ne prenait jamais de raccourcis. Chaque clou était parfaitement enfoncé, chaque planche était mesurée 2 fois. Tu le regardes encore, dit Lily un après-midi. Clara s'écarta brusquement de la fenêtre. Je vérifie juste ses progrès. Le ton de Lily était bien trop entendu pour une enfant de 8 ans. Ne me réponds pas comme ça, jeune fille. Mais Lily se contenta de sourire, et Clara réalisa avec un sursaut que c'était la première fois qu'elle voyait sa fille sourire sincèrement depuis des mois. Cette prise de conscience la frappa comme un coup. Quand Lily avait-elle cessé de sourire? Quand Clara avait-elle cessé de le remarquer? Ce soir-là, quand Cole vint à la porte pour informer Clara qu'il partait, elle se surprit à parler. « Voudriez-vous rester pour le souper? » Les sourcils de Cole se haussèrent légèrement. « Vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligée, » l'interrompit Clara. « Je vous demande si vous le souhaitez. Ce n'est que de la soupe, mais il y en a assez. » Cole hésita, et Clara put voir qu'il pesait quelque chose dans son esprit. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, merci. » Le repas fut maladroit au début. Clara n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un à sa table à part Lily, et la cabane semblait plus petite avec la présence de Cole qui la remplissait. Mais Lily bavarda assez pour eux tous, racontant à Cole un oiseau qu'elle avait vu, le dessin qu'elle avait fait, et comment maman l'avait laissé aider pour la soupe. « Ta maman t'apprend à cuisiner? » demanda Cole. « Oui, elle dit que chaque femme devrait savoir comment se nourrir. Ta maman a raison. » Cole jeta un coup d'œil à Clara. C'est un bon enseignement. Clara sentit son visage s'échauffer et se concentra sur sa soupe. « Monsieur Cole, » dit soudainement Lily, « avez-vous une famille? » « Lily, » commença Clara, mais Cole leva la main. « Ce n'est rien. » Il regarda la petite fille. « Non, je n'en ai pas. Plus maintenant. »« Est-ce qu'ils sont morts? » demanda Lily avec la curiosité directe des enfants. Lily, la voix de Clara se fit plus vive. « Ce n'est pas approprié. »« Oui, » dit Cole doucement. « Ils sont morts il y a longtemps. » Le visage de Lily se décomposa. « Je suis désolée. Mon papa est mort aussi. »« Je sais, » dit Cole, « et j'en suis désolée. Maman dit qu'il veille sur nous depuis le ciel. » Lily pencha la tête. « Pensez-vous que votre famille veille sur vous? » La mâchoire de Cole se contracta, presque imperceptiblement. « Je ne sais pas. Peut-être. »« Je l'espère, » dit Lily sérieusement, « parce qu'alors ils peuvent voir que vous nous aidez et ils seront fiers de vous. » Quelque chose se brisa dans l'expression de Cole, juste une seconde. Juste un éclair de douleur si vive que le souffle de Clara se coupa. Puis ce fut parti, enfermé de nouveau derrière ce masque constant et contrôlé. « C'est gentil à toi de dire ça, » dit Cole, sa voix plus rauque que d'habitude. Après le souper, pendant que Lily se préparait à aller au lit,
Cole aida Clara à faire la vaisselle. Ils travaillèrent en silence, et Clara était extrêmement consciente de leur proximité, de la façon dont leurs mains se frôlaient parfois en se passant les assiettes. « Merci pour le souper », dit finalement Cole. « Merci pour tout ce que vous avez fait », répondit Clara. « La grange, les clôtures. Je n'aurais jamais pu gérer tout ça seul. »« C'est le but, » dit Cole. « Vous n'avez plus à le gérer seul. » Les mots auraient dû être réconfortants, mais ils la terrifiaient, parce qu'ils sonnaient comme une promesse, et Clara avait appris à ne pas croire aux promesses. « Monsieur Bennett, Cole, je veux que vous compreniez quelque chose, » dit Clara prudemment. « Cet arrangement que nous avons, il est temporaire. Une fois que la Terre produira à nouveau, une fois que je pourrai me débrouiller seule. »« Vous pensez que je vais partir, » dit Cole. « Ce n'était pas une question. Tout le monde le fait, je ne suis pas tout le monde, c'est ce qu'ils disent tous. » La voix de Clara se brisa légèrement, mais la vie arrive, les circonstances changent, les gens passent à autre chose. Et je dois être prête pour ça. Lily doit être prête pour ça. Cole étudia son visage. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? »« La vie, » dit simplement Clara. « La vie est arrivée. Et elle m'a appris que la seule personne sur qui je peux vraiment compter, c'est moi-même. C'est une façon de vivre bien seule. C'est une façon de vivre en sécurité. » « En sécurité et en vie ne sont pas la même chose, » dit Cole, faisant écho à ses paroles précédentes. « Et vous apprenez à votre fille à être aussi isolée que vous. Je lui apprends à être autonome. »« Non, » dit Cole. « Vous lui apprenez à ne faire confiance à personne. Il y a une différence. » Les mains de Clara se crispèrent autour de l'assiette qu'elle tenait. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai parfaitement le droit de dire ce que je vois, » l'interrompit Cole. Cette petite fille à l'intérieur meurt d'envie de lien, pas seulement de nourriture, de gens, de communauté, de quelque chose au-delà de ces 4 murs. Et vous avez si peur d'être blessée à nouveau que vous êtes prête à la laisser mourir de faim. « Sortez, » murmura Clara. Cole ne bougea pas. « Je n'essaie pas de vous blesser. J'ai dit sortez. » La voix de Clara s'éleva et elle entendit Lily bouger dans l'autre pièce. Elle se força à baisser le ton. « Partez maintenant. » Cole attrapa son manteau et son chapeau. Il marqua une pause. « Je serai de retour jeudi pour finir la clôture sud, sauf si vous me dites le contraire. »« Très bien, » lâcha Clara. « Et Madame Whitfield. » Cole se retourna vers elle. « Fuir les liens ne vous garde pas en sécurité. Ça vous garde juste seul. » Puis il fut parti, et Clara resta dans sa cabane vide, des larmes coulant sur son visage. Elle le détestait d'avoir raison, et se détestait de s'en soucier. Jeudi arriva. Clara passa la matinée à répéter ce qu'elle dirait à l'arrivée de Cole, qu'elle appréciait son aide, mais que ses opinions sur son rôle de mère n'étaient pas les bienvenues, qu'il devait maintenir des limites professionnelles, que c'était un arrangement commercial et rien de plus. Mais quand la charrette de Cole arriva à l'aube, il ne vint pas d'abord à la cabane. Il alla directement à la clôture et commença à travailler comme si leur dispute n'avait jamais eu lieu. Aucune reconnaissance, aucune excuse. Juste un travail calme et constant. Clara observait depuis la fenêtre, la frustration montant en elle. Comment osait-il agir comme si de rien n'était? Comment osait-il simplement continuer? À midi, elle n'en pouvait plus. Elle sortit avec de l'eau et du pain, comme toujours. « Merci, » dit Cole, les acceptant sans la regarder dans les yeux. « Nous devons parler de ce que vous avez dit, » commença Clara. « Non, pas besoin. Si, nous devons. Vous n'aviez pas le droit. »« J'ai parlé sans réfléchir, » l'interrompit Cole. « Votre fille, vos choix. Je m'excuse. » Clara cligna des yeux. Elle s'était préparée à une dispute, pas à des excuses. « Oh, je suis ici pour travailler la terre, » continua Cole. « Pas pour vous dire comment vivre votre vie. C'était déplacé, et je suis désolée. »« Mais vous pensiez ce que vous avez dit, » insista Clara. Cole la regarda enfin. Chaque mot. « Mais ça ne me donne pas le droit de le dire. » Ils restèrent là, dans le vent froid de mars, et Clara réalisa quelque chose qui lui retourna l'estomac. Elle avait été en colère contre Cole pour avoir vu à travers ses défenses, mais ce qui la terrifiait encore plus, c'est qu'une partie d'elle voulait qu'il continue à regarder. « Mon mari est mort un mardi, » dit Clara brusquement. Il s'est réveillé en pleine forme. L'après-midi, il brûlait de fièvre. Le jeudi, il était parti, et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser « ça ne peut pas arriver »,
Nous avons des projets, nous avons des rêves. Il m'a promis que nous vieillirions ensemble. » Elle déglutit difficilement. Mais les promesses ne signifient rien quand la vie en décide autrement. L'expression de Cole s'adoucit. « Je suis désolée. Après sa mort, la ville a promis qu'ils aideraient, que nous étions une famille, que nous ne serions jamais seuls. » Le rire de Clara était amer. Mais l'aide a des conditions, la famille a des limites. Et à la minute où les choses sont devenues difficiles, à la minute où nous ne pouvions plus payer nos dettes assez vite, toutes ces promesses se sont évaporées. « Alors, vous avez cessé d'y croire ?» dit Cole. « J'ai cessé d'être assez stupide pour en dépendre, » corrigea Clara. « Il y a une différence. »« Et votre fille ?» demanda doucement Cole. « Qu'arrivera-t-il quand elle grandira en croyant la même chose, qu'elle est seule au monde, que tout le monde partira, que faire confiance à quelqu'un est stupide? » Les yeux de Clara la brûlèrent. Alors elle sera préparée à la réalité, où elle aura si peur de la douleur qu'elle ne prendra jamais aucun risque, dit Cole. N'aimera jamais personne, ne se permettra jamais d'espérer quelque chose de mieux que de simplement survivre. Est-ce vraiment ce que vous voulez pour elle? Je la veux en sécurité, murmura Clara. En sécurité de quoi? De la vie? Cole secoua la tête. Ce n'est pas de la protection, Madame Whitfield, c'est une prison. Les mots la frappèrent comme une gifle, et Clara se détourna. Vous devriez retourner au travail, Clara. Le son de son prénom dans sa voix la figea sur place. Des gens m'ont quitté aussi, dit Cole doucement. Des gens en qui j'avais confiance. Des gens que j'aimais. Ils sont morts. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont trahi. Et j'ai passé des années à croire exactement ce que vous croyez maintenant, que faire confiance à quelqu'un était la chose la plus dangereuse que je pouvais faire. Clara se retourna lentement. « Mais vous savez ce que j'ai appris, » continua Cole. « Être seul ne fait pas moins de mal. Ça veut juste dire que vous souffrez sans personne pour partager le fardeau. Et ce genre de solitude, ce genre d'isolement, ça tue quelque chose en vous. Ça vous fait oublier ce que c'est que d'être humain. » « Alors pourquoi nous aider ?» demanda Clara. « Si vous êtes si convaincu que les liens comptent, pourquoi risquer de s'attacher à des gens qui pourraient partir? » Cole sourit, mais c'était un sourire triste. Parce que c'est peut-être ça, le but. Peut-être que risquer la douleur est la façon de savoir qu'on est encore en vie. Ils restèrent en silence et Clara sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait gardé bien verrouillé pendant 2 ans. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-elle. « Comment laisser les gens entrer, comment faire confiance à nouveau. »« Moi non plus, » dit Cole, « mais peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble. » « Ça ressemble à un partenariat, » dit Clara, et il y avait la plus petite trace de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir dans sa voix. « C'est vrai, n'est-ce pas? » Les yeux de Cole croisèrent les siens. « Alors, qu'en dites-vous, Madame Whitfield? Sommes-nous toujours en affaires? » Clara pensa au sourire de Lily quand Cole arrivait, à la grange qui tenait bon pour la première fois depuis des années, à la façon dont sa fille avait dit « J'espère que votre famille est fière de vous », et à la douleur qui avait traversé le visage de Cole. Elle pensa à être seule contre être blessée, et elle fit un choix. « Oui, » dit Clara, « nous sommes toujours en affaires. Mais Cole? »« Oui. Arrêtez de m'appeler Madame Whitfield, c'est Clara. » Quelque chose de chaleureux vacilla dans les yeux de Cole. D'accord alors, Clara. Son nom dans sa voix sonnait différemment de quand James le disait, plus rauque, plus prudent, comme s'il comprenait exactement la confiance qu'il fallait pour l'offrir. Et d'une manière ou d'une autre, cela fit toute la différence. Le printemps arriva lentement cette année-là dans le Montana, mais il arriva. La neige fondit par plaques, révélant l'herbe morte et la boue en dessous. Les matins étaient encore brutaux, mais l'après-midi, si le soleil était de la partie, on pouvait presque croire que l'hiver pourrait vraiment se terminer. Clara se surprenait à guetter la charrette de Cole plus qu'elle ne voulait l'admettre, et Lily avait cessé de faire semblant de ne pas attendre à la fenêtre. « Il est en retard aujourd'hui, » dit Lily un matin de début avril. « Il n'est pas en retard, » répondit Clara. « Il n'a pas d'horaire. Il vient tous les mardis et jeudis. C'est jeudi. Peut-être qu'il a eu un imprévu au Ridgeback. » Mais même en disant cela, une inquiétude picota la colonne vertébrale de Clara. Cole était réglé comme une horloge. S'il disait qu'il serait là, il était là. Quand la charrette arriva enfin, 2 heures après l'aube, Clara était déjà dehors. Cole descendit plus lentement que d'habitude, et elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas.
Sa mâchoire était plus serrée que la normale, et il y avait une prudence dans ses mouvements qui trahissait une douleur cachée. « Qu'est-il arrivé? » demanda Clara. « Rien, Cole. » J'ai dit rien. Il se pencha dans la charrette et sortit une caisse, puis grimaça. Clara s'avança et lui prit la caisse des mains. « Vous êtes blessé. Ce n'est rien. Montrez-moi, Cole. Montrez-moi où partez, » dit Clara fermement. « Ce sont vos options. » Cole la fixa un long moment, puis soupira et déboutonna son manteau. Sa chemise en dessous était déchirée à l'épaule et Clara pouvait voir du sang suinter à travers le tissu. « Qu'avez-vous fait? » exigea-t-elle. « Un cheval m'a jeté hier. Je me suis cogné l'épaule sur un poteau de clôture en tombant. Et vous n'avez pas pensé à prendre peut-être un jour pour récupérer. »« J'ai pris hier, » dit Cole. « C'est suffisant. Vous saignez à travers votre chemise. Ce n'est pas si grave. » Clara fit un bruit de frustration et lui attrapa le bras. « À l'intérieur. Maintenant, j'ai du travail. » « À l'intérieur, » répéta Clara, utilisant la même voix qu'elle utilisait avec Lily quand la discussion n'était pas une option. « Ou je jure devant Dieu que je vous ferai partir pour ne plus jamais revenir. » Les sourcils de Cole se haussèrent. « Vous me menacez. Je vous offre des soins médicaux, que vous le vouliez ou non. À vous de choisir comment l'interpréter. » Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement vacilla sur le visage de Cole. « Oui, madame. » À l'intérieur, Clara le fit asseoir à la table pendant qu'elle chauffait de l'eau et trouvait le tissu le plus propre qu'elle avait. Lily regardait, les yeux écarquillés, depuis son coin. « Est-ce que M. Cole est en train de mourir? » demanda-t-elle. « Non, ma chérie, » dit Clara. « Il est juste têtu. Je suis juste là, » fit remarquer Cole. « Alors arrêtez d'être têtu. » Clara apporta l'eau et le tissu. « Enlevez votre chemise. » Cole hésita et Clara réalisa avec un sursaut qu'elle ne l'avait jamais vu sans chemise. Cette pensée fit rougir son visage, ce qui l'agaça. C'était une nécessité médicale, rien de plus. « Clara, » dit Cole doucement, « il y a des choses, des cicatrices qui pourraient perturber votre fille. » Les mains de Clara s'immobilisèrent. Elle regarda Lily. « Ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas me faire un dessin dans l'autre pièce? Mais je veux aider. » Maintenant, Lily. Sa fille reconnut le ton et partit sans plus discuter. Une fois la porte fermée, Clara se retourna vers Cole, la chemise. Cole la retira prudemment par-dessus sa tête et le souffle de Clara se coupa. Son épaule était en piteux état. Peau déchirée, des ecchymoses se formant déjà en taches sombres, mais ce n'est pas ce qui la figea. Son torse était couvert de cicatrices, des anciennes, le genre de cicatrices laissées par des couteaux, des balles, et une violence dont Clara n'avait entendu parler que dans les histoires. « Qui vous a fait ça? » murmura-t-elle. Différentes personnes, à différentes époques. La voix de Cole était plate. Il y a longtemps, Clara se força à se concentrer sur la blessure. Elle la nettoya aussi doucement que possible, mais Cole siffla quand même lorsque le tissu toucha la chair déchirée. « Désolée, » murmura-t-elle. « Ce n'est rien. Arrêtez de dire ça. » Clara travailla en silence un moment, puis « Ces cicatrices, elles ne viennent pas du travail au ranch. »« Non. »« Allez-vous me dire d'où elles viennent? » Cole resta silencieux si longtemps que Clara pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, je vous ai dit que quelqu'un m'avait donné une seconde chance il y a 10 ans. Il m'a appris à travailler la terre au lieu de vivre par les armes. Les mains de Clara s'immobilisèrent. Les armes? Je n'ai pas toujours été Cole Bennett, dit-il doucement. Et je n'ai pas toujours été quelqu'un que vous auriez voulu près de votre fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses dans mon passé dont je ne suis pas fière. Des choses que j'ai passé une décennie à essayer de réparer. Cole la regarda directement. Des choses qui pourraient me rattraper un jour. La peur traversa la poitrine de Clara. « Êtes-vous en danger? » « Je ne sais pas, » admit Cole. « Peut-être. Mais j'essaie d'être quelqu'un de différent maintenant, quelqu'un de meilleur. Qui étiez-vous avant? » La mâchoire de Cole se serra. Quelqu'un de colérique, quelqu'un de violent, quelqu'un qui résolvait les problèmes avec des balles au lieu de mots. Clara aurait dû être terrifiée, aurait dû lui demander de partir et de ne jamais revenir. Mais au lieu de ça, elle se surprit à penser à la douceur de Cole avec Lily, à la façon dont il réparait les choses au lieu de les casser, à la façon dont il avait traversé un blizzard pour s'assurer qu'elles avaient de la nourriture et du bois de chauffage. « Qui vous étiez n'a pas d'importance, » s'entendit dire Clara. « C'est qui vous êtes que je vois. » Les yeux de Cole scrutèrent son visage. « Vous le pensez vraiment? »
Oui, quelque chose changea dans l'air entre eux. Clara devint extrêmement consciente qu'elle se tenait à quelques centimètres d'un homme torse nu dans sa cuisine, ses mains sur son épaule nue. Elle recula rapidement et s'occupa de panser la blessure. Merci, dit doucement Cole. De rien. Cole, vous devriez vous reposer aujourd'hui, l'interrompit-elle, pas prête pour ce qu'il allait dire. Revenez demain quand vous ne saignerez plus. Cole remit sa chemise avec précaution. D'accord. Mais demain, j'apporte du bois pour le porche. Il est en train de pourrir. Demain, acquiesça Clara. Après son départ, Lily sortit de l'autre pièce. Il va bien? Il ira bien. Maman. La voix de Lily était faible. Pourquoi M. Cole a-t-il autant de blessures sur lui? Clara s'agenouilla à la hauteur de sa fille. Parce que la vie n'a pas été tendre avec lui avant. Mais il essaie d'être meilleur maintenant. Comme toi quand tu essaies d'être moins triste? La question frappa Clara comme un coup de poing. Quoi? Tu étais triste tout le temps avant, dit Lily sérieusement. Après la mort de papa. Mais dernièrement, tu souris plus, surtout quand M. Cole est là. La gorge de Clara se serra. Je souris parce que tu me rends heureuse, ma chérie. Je sais, dit Lily, mais c'est différent maintenant, comme si tu ne faisais plus semblant. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Clara. Va jouer, Lily. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, pensant aux cicatrices, celles sur le corps de Cole et celles qu'il portait à l'intérieur, celles qu'elle portait aussi. Elle pensa à ce qu'il avait dit, des choses pourraient me rattraper un jour. Et comment cela sonnait moins comme une mise en garde que comme une attente. Elle pensa à la confiance et au risque et se demanda si elle était assez forte pour gérer les deux. La semaine suivante, quelque chose changea à Red Hollow. Clara le remarqua d'abord en allant en ville pour des provisions, une chose qu'elle avait évitée pendant des mois, mais qu'elle ne pouvait plus repousser. Elle entra dans le magasin général de Carter avec Lily, préparée au regard et au chuchotement. Au lieu de cela, Tom Carter leva les yeux et dit « Madame Whitfield, content de vous voir. » Clara cligna des yeux. « Monsieur Carter, j'ai entendu dire que votre grange a été réparée, le travail de Cole. »« Oui, c'est un homme bien, » dit Tom, et il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation dans sa voix. « Il prend soin de ce qui compte. » Clara acheta de la farine et des haricots à crédit. Un crédit que Tom accorda sans hésitation cette fois. En sortant, elle entendit deux femmes parler près de la porte. « Avez-vous vu sa ferme en passant la semaine dernière? Les clôtures sont en place. Les champs ont l'air de pouvoir produire cette année. C'est l'œuvre de Cole Bennett. Il se tue à la tâche pour l'aider. Peut-être qu'elle n'est pas aussi désespérée que nous le pensions. Peut-être qu'elle n'est pas aussi désespérée que nous le pensions. » Les mots résonnèrent dans la tête de Clara tout le long du chemin du retour. La ville regardait, comme avant, mais cette fois, il voyait quelque chose de différent. Pas une veuve en faillite, mais une femme qui se reconstruit. Pas de la charité, mais un partenariat. Cela aurait dû être une validation. Au lieu de cela, c'était une pression. Ce soir-là, Cole arriva avec quelque chose d'inattendu. Un poulet? Qu'est-ce que c'est? Demanda Clara. Un poulet, dit Cole comme si c'était évident. Je vois bien. Pourquoi en avez-vous un? Pour vous. Cole tendit la caisse à Lily, qui poussa un cri de joie. Les poulets pondent des œufs que vous pouvez manger ou vendre. Un meilleur investissement qu'une vache en ce moment, car ils sont moins chers à nourrir. Cole, je ne peux pas me permettre. Déjà payé, l'interrompit-il. Considérez ça comme faisant partie du partenariat. Nous faisons pondre les poulets, nous partageons les bénéfices des œufs. 60-40. 60-40, vous prenez 60, précisa Cole. C'est vous qui les nourrissez. Clara le dévisagea. Vous ne pouvez pas continuer à nous donner des choses. Je ne donne pas, j'investis. Cole la regarda dans les yeux. Je vous ai dit que j'avais un intérêt à ce que cette terre produise maintenant. Les poulets en font partie. Un poulet ne va pas... J'en ai 3 autres dans la charrette, dit Cole. Et un coq. Donnez-lui quelques mois, vous aurez tout un poulailler. Lily était déjà en train de nommer le premier poulet. Celui-ci s'appelle Daisy. Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cole, dit-il doucement. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont.
Dites simplement merci et laissez-moi aider. Merci, murmura Clara. De rien. Ils construisirent un poulailler cette semaine-là et Clara se surprit à rire, vraiment rire, quand le coq poursuivit Cole à travers la cour. Lily gloussa si fort qu'elle tomba et même la bouche de Cole s'étira en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Pas un mot, dit-il à Clara en grimpant par-dessus la clôture pour se mettre en sécurité. Je n'y penserai même pas, dit Clara, toujours souriante. Quoique, je pourrais en parler aux dames en ville la prochaine fois que j'y vais. Vous n'oseriez pas. Ah non? Cole la regarda et quelque chose de chaleureux passa entre eux, quelque chose qui semblait dangereux, merveilleux et terrifiant à la fois. 3 semaines plus tard, tout changea. Clara étendait le linge quand elle vit le nuage de poussière sur la route. 3 cavaliers se déplaçant rapidement. Son estomac se noua immédiatement. Rien de bon ne venait d'homme chevauchant si vite. Lily, à l'intérieur, appela-t-elle. Mais maman, maintenant. Sa fille entendit la peur et obéit. Clara regarda les cavaliers approcher, sa main cherchant instinctivement l'endroit où se trouvait le fusil de James, avant de se souvenir qu'elle l'avait vendu il y a 6 mois. Les hommes s'arrêtèrent dans sa cour. Ils avaient l'air rudes, tous les 3, avec des yeux durs et des pistolets à la hanche. Le genre d'homme que Clara avait appris à craindre pendant ses années à la frontière. « Je peux vous aider? » demanda-t-elle, gardant sa voix stable. Le cavalier de tête se pencha sur sa selle. « On cherche un homme. Il se fait appeler Cole Bennett. Il travaille au ranch Ridgeback. On a entendu dire qu'il passait du temps sur cette propriété. » Le cœur de Clara martela contre ses côtes. « Que lui voulez-vous? »« C'est nos affaires, » dit l'homme. « Il est ici? »« Non. Qu'entrevient-il? »« Je ne sais pas. » Les yeux de l'homme se plissèrent. « Vous mentez. Non. Il vient quand il vient. Je ne connais pas son emploi du temps. Vous êtes la veuve qui l'aide. » Le deuxième cavalier dit « Whitfield, c'est ça? » Clara ne répondit pas. « On a entendu parler de vous en ville, » continua le premier homme. « Tout le monde parle de la façon dont Cole Bennett a sauvé la ferme de la pauvre veuve. Très charitable de sa part. » Son sourire était laid. Sauf que Cole Bennett n'est pas celui qu'il prétend être. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Son vrai nom est Caleb Boone, dit l'homme, et Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et il y a une prime de 5 cents sur sa tête. C'est impossible, dit Clara, mais sa voix semblait lointaine. Recherché pour meurtre au Kansas, vol au Colorado. Il est en fuite depuis près de 15 ans. L'homme descendit de cheval. Où est-il? Je vous ai dit que je ne sais pas, alors nous attendrons. Vous ne pouvez pas. On peut faire ce qu'on veut, madame. La main de l'homme reposait sur son pistolet. Et nous le ferons, parce que cette prime va nous payer un très bel hiver. Clara resta là, figée, tandis que les 3 hommes s'installaient pour attendre. Au loin, elle pouvait voir un autre nuage de poussière s'élever. La charrette de Cole se dirigeant droit sur eux, et il n'y avait aucun moyen de le prévenir. Les 20 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Clara. Elle se tenait dans la cour, le cœur battant, regardant la charrette de Cole se rapprocher. Les chasseurs de primes regardaient aussi, les mains planant près de leurs pistolets. « Maman », la voix de Lily venait de l'intérieur. « Qu'est-ce qui se passe? »« Reste à l'intérieur », cria Clara, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Cole s'arrêta à 50 pieds de là. Il a dû voir les chevaux étrangers, les hommes qui attendaient, car toute sa posture changea. Il devint très immobile, d'une manière qui rappela viscéralement à Clara les cicatrices sur son corps. « C'est lui? » demanda le chasseur de primes en chef. Clara ne répondit pas. Cole descendit lentement de la charrette, ses yeux ne quittant jamais les 3 hommes. Clara prend Lily et rentre à l'intérieur. « On ne va nulle part, » dit le chasseur en chef. « Tu es Caleb Boone. » Cole ne le nia pas. « Je n'ai pas utilisé ce nom depuis 10 ans, mais c'est ton nom, » insista l'homme. « Et tu es recherché, mort ou vif. »« Pour des crimes que j'ai commis quand j'avais 20 ans, » dit Cole, sa voix égale. « J'ai payé ma dette, pas selon la loi. » Le pistolet du chasseur sortit. « Tu viens avec nous. »« Non, » dit Clara. Tout le monde la regarda. « Non, » répéta le chasseur. « Il ne va nulle part. » Clara se plaça entre les hommes et Cole.
Vous le voulez? Il faudra me passer sur le corps d'abord. Cole, la voix de Cole contenait un avertissement. Tais-toi, dit Clara sans le regarder. Elle fit face au chasseur de primes. Cet homme m'a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de ma fille. Il a travaillé cette terre pendant des mois sans rien demander en retour. Quoi qu'il ait fait il y a 15 ans, ce n'est pas qui il est maintenant. Peu importe qui il est maintenant, dit le chasseur. La loi, c'est la loi. Alors la loi a tort, dit Clara avec ferveur, et vous ne l'emmènerez pas. Derrière elle, elle entendit d'autres chevaux. Elle se retourna et vit la moitié de la ville arriver à cheval. Tom Carter, Bill Henderson du saloon, Mary Sullivan et son mari, même le vieux révérend Thomas. Ils avaient dû voir les chasseurs de primes passer et les avaient suivis. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda Tom. « Ces hommes essaient d'arrêter Cole, » dit Clara. « Ils disent qu'il est recherché. Pourquoi? » « Des choses que j'ai faites quand j'étais jeune, en colère et stupide, » dit Cole doucement. « Des choses que j'ai passées chaque jour depuis à essayer de réparer. » « Alors c'est vrai, » demanda Tom. « Tu es ce Caleb Boone. » « Je l'étais, » dit Cole. « Je ne le suis plus. » Le chasseur de primes rit. Une histoire touchante, mais ça ne change rien à la prime. « Peut-être que ça devrait, » dit Bill Henderson en s'avançant. « Je connais Cole depuis 3 ans. J'ai travaillé à ses côtés au Ridgeback. Je ne l'ai jamais vu être autre chose qu'honnête et travailleur. Il a aidé à construire ma grange après la tempête de l'année dernière, » ajouta Mary Sullivan. « Il n'a pas demandé de paiement. Il a appris à mon fils à monter à cheval, » cria une autre voix. Un par un, des gens que Clara avait cru la détester. Des gens qui lui avaient tourné le dos quand elle avait besoin d'aide s'avancèrent pour défendre Cole, pour défendre l'homme qu'il était devenu plutôt que de condamner l'homme qu'il avait été. Le visage du chasseur de primes en chef s'assombrit. « Vous vous mêlez d'affaires légales. »« Nous vous disons la vérité, » dit le révérend Thomas. « Cet homme a changé, la rédemption est réelle, et nous ne vous laisserons pas l'emmener. » La main du chasseur se resserra sur son pistolet. « Vous nous menacez, prêcheur? » « Je vous offre un choix, » dit calmement le révérend. « Partez pacifiquement ou essayez de l'emmener et voyez ce qui se passe. » Les 3 chasseurs se regardèrent, puis regardèrent les 2 douzaines de citadins qui se tenaient maintenant dans la cour de Clara. Finalement, le chasseur en chef rengaina son pistolet. « Ce n'est pas fini, dit-il. Nous reviendrons avec le shérif. »« Faites donc, » dit Tom Carter, « et nous lui dirons la même chose que nous vous avons dite. » Les chasseurs montèrent à cheval et s'éloignèrent, mais leur regard d'adieu promettait que c'était loin d'être terminé. Alors que la poussière retombait, Clara se sentit trembler. Cole s'approcha d'elle. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-il doucement. « Fait quoi, vous mettre entre moi et eux? Pourquoi pas? » Clara leva les yeux vers lui. « Vous vous êtes mise entre moi et le désastre pendant des mois. C'est juste retour des choses. Clara, est-ce que c'est vrai? » demanda-t-elle. « Tout? Les crimes, la fuite, tout. » La mâchoire de Cole se serra. « Oui, raconte-moi. » Alors il le fit. Là, devant la moitié de Red Hollow, Cole raconta la vérité. Sur le meurtre de sa famille quand il avait 19 ans. Sur la traque des tueurs et sur le fait qu'il était devenu un tueur lui-même. Sur des années de violence, de colère et de douleur. Sur un vieux rancher qui lui avait donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Sur le fait d'avoir passé une décennie à essayer de devenir quelqu'un de respectable. Quand il eut fini, Clara posa la seule question qui comptait. « Qui es-tu maintenant? »« Je ne sais pas, » admit Cole, « mais j'essaie d'être quelqu'un de bien. »« Tu es quelqu'un de bien, » dit fermement Clara. Puis elle se tourna pour faire face à la ville. « Cet homme nous a sauvés quand chacun d'entre vous nous a tourné le dos. Il a travaillé notre terre, construit notre grange, nous a empêchés de mourir de faim. Et maintenant, vous voulez rester là et le juger pour ce qu'il était? » Silence. « Mon mari était un homme bien, » continua Clara, sa voix tremblante. « Mais quand il est mort, aucun de vous n'a aidé. Vous nous avez regardés nous débattre, nous avez regardés échouer, nous avez regardés mourir de faim. Mais Cole, cet homme que vous appelez un hors-la-loi, il nous a vus et il a aidé. Sans jugement, sans condition, juste de l'aide. »« Clara a raison, »
dit finalement Tom Carter. Nous l'avons laissé tomber et Cole est intervenu quand nous aurions dû le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda quelqu'un. On le soutient, dit Tom, comme on aurait dû la soutenir. La foule murmura son accord, et Clara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas seulement pour Cole, mais pour elle-même. Pour la possibilité que peut-être, juste peut-être, la communauté n'était pas juste un mot que les gens utilisaient quand c'était pratique. Plus tard, après que tout le monde soit parti, Cole commença à ranger ses outils. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Clara. « Je pars. »« Non, Cole. Ces hommes reviendront. Et quand ils le feront... »« Quand ils le feront, nous nous en occuperons, » l'interrompit Clara. « Ensemble. Tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » dit Clara. « Tu as peur. Tu penses que tu ne mérites pas d'aide, de loyauté ou de gens qui tiennent à toi. Mais tu as tort. Ces hommes pourraient te blesser, pourraient blesser Lily. Te perdre aussi, dit Clara, et les mots restèrent suspendus entre eux comme une confession. Te voir partir alors que nous avons besoin de toi. Quand je... Elle s'arrêta, mais Cole s'approcha. Quand tu quoi? Demanda-t-il doucement. Quand je commence à peine à croire que c'est peut-être bien de faire confiance à nouveau, termina Clara. Peut-être que c'est bien de laisser quelqu'un entrer. Peut-être que c'est bien de... De quoi? De tenir à quelqu'un d'autre que Lily, murmura Clara. De vouloir autre chose que de simplement survivre. La main de Cole se leva pour lui caresser le visage, et Clara s'y appuya sans réfléchir. « Je tiens à toi aussi, » dit-il. « C'est pour ça que je dois partir. Pour vous protéger. »« Tu nous protèges en restant, » dit Clara, « en te battant, en ne fuyant pas la première difficulté. »« Ce n'est pas la première difficulté que je fuis, » admit Cole. « Je fuis depuis 10 ans, alors arrête, » dit Clara. « Arrête de fuir, reste. » Cole la regarda un long moment, puis il hocha la tête. « D'accord, je resterai. Promette-le-moi, Cole. Promette-moi que tu ne disparaîtras pas dans la nuit, que tu ne décideras pas que tu sais ce qui est le mieux pour nous et que tu ne partiras pas sans dire au revoir. »« Je le promets, » dit Cole. Et quand il l'embrassa doucement sur le front avant de se diriger vers sa charrette, Clara le crut. Elle devait le croire. Parce que l'alternative était de retourner à la solitude, et elle venait de découvrir qu'elle ne savait plus comment faire. Les chasseurs de primes ne revinrent pas le lendemain, ni le surlendemain. Mais Clara sentait leur absence comme une tempête qui se préparait à l'horizon. On ne la voyait pas encore, mais on savait qu'elle arrivait. Cole arriva à l'aube, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Il était plus silencieux, plus prudent. Ses yeux suivaient constamment les mouvements sur la route, et il gardait son pistolet plus près que jamais. « Tu les attends, » dit Clara le 3e matin. « Ils reviendront avec un shérif, » dit Cole. « Des papiers légaux, peut-être plus d'hommes. La ville t'a défendu. La ville a défendu l'homme qu'ils pensent que je suis maintenant. Ça ne change pas ce que j'étais. » Cole enfonça un clou dans la planche du porche avec plus de force que nécessaire. Ça n'efface pas la prime. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » La mâchoire de Cole se serra. « Tout ce qu'il faudra. » Le vague de cette réponse terrifia Clara plus que n'importe quelle menace directe, parce qu'elle entendait ce qu'il ne disait pas, qu'il avait déjà décidé comment cela se terminerait, et que cela n'incluait pas qu'il reste. Cet après-midi-là, Lily arriva en courant de la route. « Maman, des cavaliers arrivent. » Le cœur de Clara se serra. Mais quand la poussière se dissipa, ce n'étaient pas les chasseurs de primes. C'étaient Tom Carter et Bill Henderson, accompagnés de 3 autres hommes de la ville. « On doit parler à Cole, » dit Tom, en descendant de cheval. Cole s'avança, sa main se déplaçant instinctivement vers son pistolet avant de se retenir. « À propos de quoi? » « De ces chasseurs de primes, » dit Tom. « On est allé à Billings hier. On a parlé au juge territorial. » Le souffle de Clara se coupa. « Et? » « Et les mandats qu'ils ont datent de 15 ans, » dit Bill. Le juge dit que si on peut prouver que Cole a mené une vie honnête et respectueuse des lois, il y a une chance qu'il puisse les faire annuler. « Une chance? » répéta Cole d'un ton plat. « Mieux que de fuir, » fit remarquer Tom. « Mieux que de les laisser te ramener au Kansas. Qu'est-ce que je dois faire? » demanda Cole. « Te présenter quand ils reviendront. Laisser le shérif entendre les témoignages de tout le monde à Red Hollow. Laisser le juge voir que tu n'es pas l'homme que tu étais. » Tom regarda Cole dans les yeux. « Batte-toi pour la vie que tu as construite au lieu de la jeter. Et si ça ne marche pas, demanda Cole, si le juge dit que les mandats tiennent? »
Tom resta silencieux un moment. Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu n'auras pas fui. Après le départ des hommes, Clara trouva Cole debout près du poulailler, fixant le vide. Tu prévois toujours de partir, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je prévois de vous protéger. Ce n'est pas la même chose que de rester. Non, admit Cole. Ce n'est pas la même chose. Clara s'approcha. Tu m'as promis que tu ne disparaîtrais pas. Tu as promis. Je sais ce que j'ai promis. La voix de Cole était rauque. Mais si ces hommes reviennent et que les choses tournent mal, Clara, j'ai tué des gens. Pas à la guerre. Pas en légitime défense. Je les ai traqués et je les ai tués parce que j'étais en colère, blessée et que je voulais me venger. Tu avais 19 ans. Tu venais de perdre ta famille. Ça ne le rend pas juste, dit Cole. Ça n'efface pas ce que j'ai fait. Et si la loi décide que je dois payer pour ça, peut-être que je le devrais, non? Clara lui attrapa le bras, le forçant à la regarder. Tu as payé pour ça chaque jour pendant 10 ans. Tu as essayé de devenir quelqu'un de meilleur. Ça devrait compter pour quelque chose. Devrait et compte sont deux choses différentes. Alors fais en sorte qu'elles soient la même chose, dit Clara avec ferveur. Batte-toi pour ça. Arrête d'agir comme si tu ne méritais pas un avenir. Peut-être que je ne le mérite pas. Si tu le mérites, insista Clara, tu mérites le bonheur et la paix. Et sa voix se brisa. Et quelqu'un qui te voit pour qui tu es, pas pour qui tu étais. La main de Cole se posa sur la sienne, là où elle agrippait son bras. Clara, je te vois, murmura-t-elle. Je vois l'homme qui a traversé un blizzard pour nous apporter de la nourriture, qui a construit notre grange, qui a fait rire ma fille à nouveau, qui m'a donné de l'espoir quand j'avais oublié ce que c'était. L'espoir est dangereux, dit Cole doucement. Aimer quelqu'un aussi, dit Clara, puis se figea parce qu'elle n'avait pas l'intention de dire ce mot. Cole devint très immobile. Clara, oublie ce que j'ai dit. Clara essaya de se dégager, mais la poigne de Cole sur sa main se resserra. Je ne peux pas l'oublier, dit-il, parce que je ressens la même chose. Les mots restèrent suspendus entre eux, comme quelque chose de fragile et de précieux. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Alors reste, dit-elle. Batte-toi pour nous, pour ça, pour ce que nous construisons. Cole la regarda un long moment, puis il l'attira contre lui, ses bras l'enlaçant, et Clara se laissa aller contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre, régulier et fort. Et elle pensa à combien de fois ce cœur avait été en danger, combien de fois il avait failli mourir avant de trouver son chemin jusqu'ici. « J'essaierai, dit Cole contre ses cheveux. Je ne peux pas promettre que ça marchera, mais j'essaierai, c'est tout ce que je demande. » Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, Clara se demanda si essayer serait suffisant. Si l'amour, la loyauté et la communauté pourraient tenir tête à la loi, aux vieilles dettes et aux hommes armés. Elle se le demanda, et elle avait peur de la réponse. Les chasseurs de Prem revinrent une semaine plus tard, comme Cole l'avait dit. Cette fois, ils amenèrent le shérif de Billings, un homme au visage dur nommé Garrett, qui semblait en avoir trop vu et faire trop peu confiance. « Cole Bennett, » dit le shérif Garrett en descendant de cheval dans la cour de Clara. « Ou devrais-je dire Caleb Boone? » « Je réponds au nom de Cole maintenant, dit Cole. Il se tenait les mains visibles, son pistolet toujours dans son étui. « Shérif, vous savez pourquoi je suis là. »« Oui, monsieur. Ces hommes ont des mandats d'arrêt légaux contre vous. Des mandats qui sont toujours valides malgré le temps qui a passé. » Garrett sortit des papiers de son manteau. « Il est dit ici que vous êtes recherché pour meurtre au Kansas. Plusieurs chefs d'accusation. »« Ces hommes ont tué ma famille, dit Cole, sa voix égale. Je les ai traqués et je les ai tués, c'est vrai. Alors vous l'admettez. Je ne l'ai jamais nié, dit Cole, mais je ne suis plus cet homme. La loi ne se soucie pas de qui vous êtes maintenant. La loi se soucie de qui vous étiez alors. Peut-être que la loi devrait se soucier des deux, dit Clara en s'avançant. Elle se tenait sur le seuil avec Lily, mais elle ne pouvait plus rester silencieuse. Garrett la regarda. Vous êtes la veuve Whitfield? Je le suis. Et cet homme a sauvé ma vie et celle de ma fille. Quoi qu'il ait fait il y a 15 ans, il n'a été qu'honorable depuis. C'est votre opinion professionnelle? La voix de Garrett était sèche. C'est la vérité, dit fermement Clara. Et si vous parlez à n'importe qui à Red Hollow,
Ils vous diront la même chose. Déjà fait, dit Garrett. Tom Carter, Bill Henderson, une demi-douzaine d'autres, tous chantent les louanges de Cole Bennett. Il se retourna vers Cole. On dirait que vous avez fait forte impression. J'ai essayé de vivre correctement, dit Cole. Essayer et réussir sont deux choses différentes, dit Garrett, mais je vous accorde ceci. Tous ceux à qui j'ai parlé croient que vous avez changé. La question est de savoir si cela a de l'importance pour la loi. Ça devrait, dit Cole doucement. Garrett l'étudia un long moment, puis il dit quelque chose qui glaça le sang de Clara. Je vous emmène à Billings. Le juge entendra les témoignages, examinera les mandats, prendra une décision. Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Non, dit Clara, vous ne pouvez pas. Je peux et je le fais, l'interrompit Garrett. C'est comme ça que la loi fonctionne, madame. On ne laisse pas des hommes recherchés en liberté juste parce qu'ils ont été gentils avec leurs voisins. Quand? Demanda Cole. Maintenant, dit Garrett. On part dans 10 minutes. Clara sentit le monde basculer. Ce n'est pas assez de temps. C'est ce que vous avez, dit Garrett, pas méchamment, mais fermement. Faites vos adieux. Cole regarda Clara et elle vit tout dans ses yeux. Des excuses, des regrets, de la peur et quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Il s'approcha lentement d'elle, et quand il l'atteignit, il lui prit le visage entre ses mains. « Prends soin de Lily, dit-il doucement. Prends soin de la ferme, prends soin de toi. »« Tu parles comme si tu ne revenais pas, murmura Clara. Je ne reviendrai peut-être pas. Ne dis pas ça. Clara. La voix de Cole se brisa légèrement. Je veux que tu comprennes. Si le juge dit que les mandats tiennent, j'irai au Kansas. En prison, peut-être à la potence. Et je dois savoir que toi et Lily, vous irez bien. On n'ira pas bien, dit Clara, des larmes coulant sur son visage. On a besoin de toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. Arrête de parler comme si c'était un adieu, supplia Clara. S'il te plaît. Cole l'embrassa sur le front, puis sur les joues, puis si doucement que ça lui brisa le cœur, sur les lèvres. C'était bref et doux, et ça avait le goût de la perte. « Je t'aime, murmura-t-il. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'aime. Alors batte-toi, dit Clara. Batte-toi pour revenir vers nous. Je le ferai. » Mais alors que le shérif Garrett menait Cole vers son cheval, Clara vit la résignation dans les épaules de Cole. Il avait déjà décidé qu'il ne reviendrait pas. Il avait déjà commencé à lâcher prise. « Maman. » La voix de Lily était faible derrière elle. « Où est-ce qu'ils emmènent, Monsieur Cole? »« Voir un juge, dit Clara, sa voix tremblante, pour décider s'il peut rester avec nous. Est-ce qu'il reviendra? » Clara voulait dire oui, voulait promettre que tout irait bien, mais elle avait appris à la dure que les promesses ne signifiaient rien face à la cruauté de la vie. « Je ne sais pas, ma chérie, murmura-t-elle. Je ne sais pas. » Elles regardèrent Cole s'éloigner à cheval, flanqué du shérif et des chasseurs de prêmes. Clara resta dans sa cour jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue. La main de sa fille serrée dans la sienne, son cœur se brisant en morceaux qu'elle ne savait pas comment recoller. Tom Carter arriva 1 heure plus tard. « Je vais à Billings. Je vais témoigner à l'audience. »« C'est quand? » demanda Clara. « Dans 3 jours. Le juge veut entendre tous ceux qui sont prêts à parler pour Cole. »« Je viens, » dit immédiatement Clara. « Clara, c'est 2 jours de cheval. Je m'en fiche. Je viens. » Clara le regarda. « Il m'a défendu quand personne d'autre ne l'a fait. Je vais le défendre. »« Et Lily? » Mary Sullivan la gardera. La voix de Clara était ferme. « Je viens, Tom. N'essaie pas de m'arrêter. » Tom hocha la tête. « D'accord, on part à l'aube. » Le trajet jusqu'à Billings fut brutal. Clara n'était pas montée à cheval depuis des mois, et chaque mile lui faisait mal au corps. Mais elle s'en fichait. Elle ne cessait de penser au visage de Cole quand Garrett avait dit qu'il l'emmenait, à la façon dont il l'avait embrassée comme si c'était la dernière fois, à la façon dont il avait déjà commencé à dire au revoir. Ils atteignirent Billings Star le 2e jour. L'audience était fixée au lendemain matin à 10 heures. Clara passa la nuit dans une pension, incapable de dormir, répétant sans cesse ce qu'elle allait dire. La salle d'audience était petite et bondée quand ils arrivèrent. La moitié de Red Hollow avait fait le voyage. Tom, Bill, Mary Sullivan et son mari, même le révérend Thomas. Les chasseurs de primes étaient assis au premier rang, l'air suffisant, et Cole. Cole était assis à une table, les mains croisées, le visage sans expression. Le juge Morrison était un homme aux cheveux blancs, aux yeux vifs et à la voix perçante.
Ceci est une audience pour déterminer si les mandats d'arrêt en suspens pour Caleb Boone, aussi connu sous le nom de Cole Bennett, doivent être exécutés ou annulés. Sheriff Garrett. Garrett se leva. Votre honneur, les mandats sont légitimes. Monsieur Boone a tué 6 hommes au Kansas il y a 15 ans. Il les a traqués pendant 3 mois. Des exécutions sommaires. Il s'est enfui avant de pouvoir être arrêté. Et quelle est sa version? Demanda le juge Morrison. Cole se leva. Ces 6 hommes ont assassiné ma famille, votre honneur. Mes parents, ma petite sœur. Ils ont incendié notre ferme avec ma famille à l'intérieur. J'avais 19 ans. J'étais en colère. Je voulais la justice. Et quand la loi n'a pas pu me la donner, je l'ai prise moi-même, en devenant un justicier. Oui, monsieur. Et après les avoir tués, où êtes-vous allé? Partout, dit Cole. J'ai travaillé dans des ranchs dans 3 territoires. J'ai utilisé différents noms. J'ai essayé de fuir ce que j'avais fait. Est-ce que ça a marché? Demanda Morrison. Non, monsieur, on ne peut pas se fuir soi-même. Alors, qu'est-ce qui a changé? Cole resta silencieux un moment. J'ai rencontré un rancher dans le Wyoming qui a vu clair dans mes mensonges, un vieil homme nommé Samuel Hendris. Il m'a dit que j'avais 2 choix. Continuer à fuir jusqu'à ce que quelqu'un me tue ou que je me tue moi-même. Ou m'arrêter et essayer de devenir quelqu'un de respectable. Il m'a donné du travail, m'a appris à vivre sans colère, m'a donné une seconde chance quand je ne la méritais pas. Et vous l'avez saisi? Oui, monsieur. Il y a 10 ans, je suis devenu Cole Bennett, et j'ai essayé chaque jour depuis d'être quelqu'un dont Samuel aurait été fier. En aidant les veuves, la voix de Morrison était sceptique. En aidant les gens qui en ont besoin, dit Cole, en travaillant dur, en étant le genre d'homme qui construit des choses au lieu de les détruire. Morrison se tourna vers la foule. Quelqu'un ici veut parler pour M. Bennett? Tom se leva le premier. Votre honneur, je connais Cole depuis 3 ans. Il n'a jamais été autre chose qu'honnête et travailleur. Il a aidé la moitié de la ville avec des réparations, n'a jamais demandé de paiement. Quand Clara Whitfield mourait de faim, il l'a aidée. Quand sa ferme était en faillite, il l'a reconstruite. Ce ne sont pas les actions d'un homme violent. Bill Henderson parla ensuite, puis Mary Sullivan, puis le Reverend Thomas. Un par un, les gens de Red Hollow se levèrent et témoignèrent de l'homme que Cole était devenu. Et à chaque témoignage, Clara vit quelque chose se fissurer sur le visage de Cole. La croyance qu'il était irrécupérable, que son passé le définissait, qu'il ne méritait pas la rédemption. Finalement, le juge Morrison regarda Clara. « Madame Whitfield, vous avez quelque chose à dire. » Clara se leva, les jambes tremblantes. « Votre honneur, Cole Bennett m'a sauvé la vie, pas seulement en nous apportant de la nourriture ou en réparant notre grange. Il m'a sauvé de la croyance que j'étais seule au monde, que personne ne s'en souciait, que se débattre seul était la seule façon de survivre. » « C'est très touchant, dit Morrison, mais ça ne change pas ce qu'il a fait il y a 15 ans. » « Non, acquiesça Clara, ça ne le change pas. Mais ce qu'il a fait pendant 10 ans ne devrait-il pas compter pour quelque chose? Le choix de devenir meilleur ne devrait-il pas importer autant que les erreurs que nous avons commises? La loi est censée servir la justice, l'interrompit Clara. Et il n'y a aucune justice à punir un homme qui a déjà passé 10 ans à se punir lui-même, qui a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour se racheter. Morrison l'étudia. Vous tenez à lui. Je l'aime, dit Clara, et le silence se fit dans la salle d'audience. Je l'aime pour l'homme qu'il est, pour la gentillesse qu'il a montrée à ma fille, pour l'espoir qu'il nous a donné. Et si vous l'envoyez en prison ou à la potence pour des crimes qu'il a commis alors qu'il n'était qu'un adolescent en deuil, vous ne servez pas la justice, vous servez la vengeance. Des paroles fortes, Madame Whitfield, des paroles vraies, votre honneur. Morrison se pencha en arrière dans son fauteuil. Monsieur Boone ou Bennett, ou quel que soit votre nom, levez-vous. Cole se leva. J'ai entendu des témoignages sur votre caractère, sur votre travail, sur l'homme que vous êtes devenu. Morrison marqua une pause. J'ai aussi lu ces mandats. Ils sont légaux. Ils sont valides. Et techniquement, je devrais les appliquer. Le cœur de Clara s'arrêta. Cependant, continua Morrison, la loi permet également une discrétion judiciaire dans les cas où les circonstances justifient de la clémence. Vous avez tué 6 hommes, c'est un fait. Mais ces 6 hommes ont assassiné votre famille. C'est aussi un fait. Vous aviez 19 ans, agissant sous le coup du deuil et de la rage.
C'est un contexte que la loi n'a pas pris en compte il y a 15 ans. La mâchoire de Cole se serra. Que voulez-vous dire, votre honneur? Je dis que l'homme qui a commis ces crimes n'existe plus. Il est mort quelque part au cours des 10 dernières années et Cole Bennett a pris sa place. Morrison regarda les chasseurs de primes. Ses mandats sont annulés, avec effet immédiat. La salle d'audience explosa. Les chasseurs de primes se levèrent d'un bond, criant des protestations. Clara sentit ses genoux flancher et Tom la rattrapa. Et Cole resta figé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. À l'ordre. Le marteau de Morrison s'abattit. Ma décision est finale. Monsieur Bennett, vous êtes libre de partir. Mais comprenez bien que c'est votre unique chance. Si jamais, et je dis bien jamais, vous sortez à nouveau du droit chemin, ces mandats seront rétablis et vous en subirez toutes les conséquences. Comprenez-vous? Oui, monsieur, dit Cole, sa voix à peine audible. Merci, votre honneur. Ne me remerciez pas. Remerciez les gens qui ont cru en vous assez pour faire 2 jours de cheval pour témoigner. Les yeux de Morrison trouvèrent Clara. Et remerciez surtout cette femme, car c'est grâce à elle que je fais preuve de clémence aujourd'hui. Clara se fraya un chemin à travers la foule vers Cole. Il la rejoignit à mi-chemin et elle lui jeta les bras autour du cou, sans se soucier de qui regardait ou de ce qu'il pensait. Il la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer et elle sentit tout son corps trembler. « Tu es libre ?» murmura-t-elle. « Cole, tu es libre. Grâce à toi, dit-il contre ses cheveux, parce que tu t'es battu pour moi. On s'est battu l'un pour l'autre. » Ils restèrent là, au milieu de la salle d'audience, s'accrochant l'un à l'autre comme des ancres dans une tempête, et pour la première fois depuis la mort de James, Clara crut que peut-être, juste peut-être, l'amour était plus fort que la perte. Ce soir-là, Red Hollow célébra. Quelqu'un sortit du whisky, quelqu'un d'autre apporta des violons. Toute la ville se rassembla devant le saloon et ils dansèrent et chantèrent comme si c'était le 4 juillet. Cole se tenait en marge de tout ça, observant avec une expression que Clara ne parvenait pas à déchiffrer. Elle s'approcha de lui. « Tu ne célèbres pas, dit-elle. « Ça ne semble toujours pas réel, admit Cole. J'attends toujours de me réveiller et de découvrir que c'était un rêve. C'est réel. » Clara prit sa main. « Tu es libre. Tu peux rester. Tu peux construire une vie sans regarder par-dessus ton épaule. »« Avec toi ?» demanda doucement Cole. « Si tu le veux. » « Clara, je n'ai rien à t'offrir. Pas de terre, pas d'argent, juste toi-même, l'interrompit Clara. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Cole la regarda et Clara vit tout dans ses yeux. L'espoir, la peur et l'amour, tout entremêlé. « Je ne suis pas doué pour ça, dit-il, pour laisser les gens entrer, pour croire que je mérite le bonheur. »« Moi non plus, dit Clara, mais peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble. » Cole l'attira contre lui et ils se balancèrent au son de la musique. Même si aucun d'eux ne dansait vraiment, ils se tenaient juste l'un contre l'autre pendant que Red Hollow célébrait autour d'eux. « Clara, dit Cole après un moment. « Oui, merci de ne pas avoir abandonné. Merci de ne pas avoir abandonné l'idée de nous. » Et alors que les étoiles apparaissaient au-dessus du Montana et que la musique continuait, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas seulement de l'espoir, pas seulement du contentement, mais un bonheur authentique et profond. Le genre qui vient du fait de se battre pour quelque chose et de gagner. Le genre qui vient du fait d'aimer quelqu'un qui vous aime en retour. Le genre qui vient du fait de croire enfin, que l'avenir réservait peut-être quelque chose de mieux que de simplement survivre. Ils retournèrent à Red Hollow le lendemain matin, et Clara ne pouvait s'empêcher de regarder Cole. Il était différent, en quelque sorte, plus léger, comme si un poids qu'il portait depuis 10 ans s'était enfin envolé. Mais il y avait autre chose aussi, une lassitude dans ses yeux qui lui noua l'estomac. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle quand ils s'arrêtèrent pour abreuver les chevaux. « Rien ne va. »« Cole. »« Je réfléchis, c'est tout, dit-il, à ce qui se passe maintenant. Que veux-tu dire? » Cole la regarda directement. « Le juge m'a donné une seconde chance, mais ça ne change pas le fait que je n'ai pas de terre, pas d'argent, pas de réelle perspective au-delà de mon travail au Ridgeback. Alors tu es propriétaire terrienne. Tu as 40 acres et une fille à charge. Et moi, je suis... » Il s'arrêta. « Tu es quoi? » insista Clara.
Je ne suis personne, dit Cole doucement. Un ancien hors-la-loi sans rien à son nom. Tu mérites mieux que ça. Clara sentit quelque chose de chaud et de féroce monter dans sa poitrine. N'ose pas. Que je n'ose pas, quoi. N'ose pas décider ce que je mérite, dit Clara. Tu viens de retrouver ta liberté et tu essaies déjà de t'en aller. Je ne m'en vais pas. Je suis réaliste. Non, dit Clara, tu es un lâche. Les yeux de Cole brillèrent. Pardon? Tu m'as entendu. Tu as tellement l'habitude de fuir que tu ne sais pas comment rester. Même quand rester est la bonne chose à faire. Même quand les gens veulent que tu restes. Clara s'approcha. Je me suis battue pour toi dans cette salle d'audience. J'ai dit à un juge que je t'aimais devant de la moitié du territoire. Et maintenant, tu vas rester là et me dire que tu n'es personne. Clara, je ne veux pas l'entendre, l'interrompit-elle. Quand nous rentrerons à Red Hollow, tu vas devoir décider. Soit tu es entièrement avec moi, avec Lily, à construire une vie ensemble, soit tu es dehors. Mais tu ne peux plus rester entre les deux. Tu ne peux plus nous aider juste assez pour te sentir bien dans ta peau, tout en gardant un pied dehors. Cole la dévisagea. Tu me donnes un ultimatum. Je te donne de la clarté, dit Clara. Parce que j'ai passé 2 ans à avoir peur. Peur de faire confiance, peur d'espérer, peur de vouloir autre chose que de simplement survivre. Et j'en ai fini d'avoir peur. Alors décide. As-tu fini d'avoir peur, toi aussi? Elle retourna à son cheval sans attendre de réponse, et ils firent le reste du chemin en silence. Quand ils atteignirent la propriété des Whitfield, Lily sortit en courant de la charrette de Mary Sullivan. Maman, Monsieur Cole. Elle se jeta sur eux deux. Vous avez gagné? Il peut rester? Il peut rester, dit Clara en serrant sa fille dans ses bras. Pour toujours? Demanda Lily. Clara regarda Cole. Ça dépend de lui. La mâchoire de Cole se contracta, mais il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête à Clara, remonta sur son cheval et se dirigea vers le Ridgeback sans un mot de plus. Maman, la voix de Lily était faible. Est-ce que Monsieur Cole est fâché contre nous? Non, ma chérie, dit Clara, la gorge serrée. Il est juste confus. À propos de quoi? À propos du fait de savoir s'il a le droit d'être heureux. Lily fronça les sourcils. C'est idiot. Tout le monde a le droit d'être heureux. Je sais, dit Clara, mais parfois, les adultes l'oublient. Cole ne revint pas le lendemain, ni le surlendemain. Clara se jeta dans le travail, préparant les champs pour les semailles, s'occupant des poulets, réparant ce qui devait encore l'être. La ferme avait meilleure mine qu'elle n'en avait eue depuis des années, et elle savait que c'était grâce à Cole. Chaque poteau de clôture, chaque planche, chaque clou. Le 3e jour, Tom Carter arriva à cheval. J'ai entendu dire que Cole restait au Ridgeback, dit-il. On dirait. Alors, vous vous êtes disputé? Quelque chose comme ça, dit Clara. Je lui ai dit qu'il devait décider s'il était dedans ou dehors. Apparemment, il prend son temps pour décider. Tom resta silencieux un moment. Cet homme t'aime, Clara. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Alors pourquoi n'est-il pas là? Parce qu'aimer quelqu'un et croire qu'on le mérite sont deux choses différentes, dit Tom. Cole a passé 15 ans à penser qu'il était irrécupérable. On ne peut pas simplement appuyer sur un interrupteur et changer ça du jour au lendemain. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? Demanda Clara. Attendre? Espérer? Prétendre que mon cœur ne se brise pas chaque jour qu'il reste loin? Tu es censé te battre pour lui, dit Tom, comme tu l'as fait dans cette salle d'audience. Tu penses que Cole est le seul à avoir le droit d'avoir peur, le seul à devoir prendre un risque? Clara le regarda. Que veux-tu dire? Je dis que peut-être il a besoin de savoir que tu es sérieuse, que ce n'est pas juste de la gratitude ou de la commodité, que tu es prête à te lancer de la même manière que lui. Je lui ai déjà dit que je l'aimais. Dans une salle d'audience, quand tu essayais de lui sauver la vie, fit remarquer Tom. C'est différent de le choisir quand le danger est passé, quand il s'agit juste de le vouloir, pas d'avoir besoin de lui. Les mains de Clara se crispèrent. Je ne sais pas comment faire ça. Bien sûr que si, dit Tom. Tu dois juste être assez courageuse pour essayer. Cette nuit-là, Clara resta éveillée, pensant aux mots de Tom, à la peur, au risque et à l'amour, à la différence entre avoir besoin de quelqu'un et le vouloir, à la façon dont elle avait passé 2 ans à construire des murs et dont Cole avait passé 10 ans à faire la même chose. Peut-être qu'ils étaient tous les deux des lâches, ou peut-être qu'ils étaient juste des gens qui avaient été blessés trop de fois et qui avaient oublié comment être vulnérables. Quoi qu'il en soit, quelque chose devait changer.
Le festival du marché de printemps avait lieu dans 3 jours. Toute la ville serait là, achetant, vendant, célébrant la fin de l'hiver. Clara avait déjà prévu d'apporter des œufs à vendre. Mais maintenant, en regardant le plafond de sa cabane, elle élabora un plan différent, un plan terrifiant. Un plan qui lui donnerait soit tout ce qu'elle voulait, soit la briserait complètement, mais elle en avait fini d'avoir peur. Le matin du festival, Clara habilla Lily de sa plus belle robe et enfila la seule belle tenue qui lui restait, une robe en calicot bleu qui avait appartenu à sa mère. Elle était délavée et rapiécée, mais elle était propre, et elle lui donnait l'impression d'être quelqu'un qui valait la peine d'être remarqué. Tu es jolie, maman, dit Lily. Merci, ma chérie. On va voir Monsieur Cole aujourd'hui? J'espère, dit Clara, puis plus fermement. Oui, on va le voir. Red Hollow était bondé à leur arrivée. Des vendeurs bordaient de la rue principale, vendant de tout, des outils aux tartes en passant par le bétail. Les enfants couraient en liberté entre les étals. Quelqu'un avait installé une scène improvisée pour la musique et les annonces, et debout près de l'écurie, parlant à Bill Henderson, se trouvait Cole. Le cœur de Clara rata un battement. Il avait l'air le même manteau de toile usé, mêmes yeux prudents scrutant la foule. Mais quand son regard se posa sur elle, quelque chose changea dans son expression, quelque chose de brut, d'affamé et d'effrayé à la fois. Elle se dirigea vers lui avant de perdre son courage. Madame Whitfield, dit Bill en soulevant son chapeau. Content de vous voir, Monsieur Henderson. Clara garda les yeux sur Cole. Pourrais-je emprunter Cole un moment? Bien sûr. Bill jeta un coup d'œil entre eux, sentant clairement la tension. Je vais juste aller voir ce truc. Quand ils furent seuls, ou aussi seuls qu'on peut l'être dans une rue bondée, Clara parla. Il faut qu'on parle, dit-elle. Clara, non, tu vas écouter. Clara prit une profonde inspiration. Je pensais ce que j'ai dit dans cette salle d'audience. Je t'aime. Pas parce que tu as réparé ma grange, ou que tu nous as apporté de la nourriture, ou que tu nous as sauvés. Je t'aime pour qui tu es, parce que tu es gentil et constant, et que tu vois les gens, tu les vois vraiment, d'une manière que la plupart des gens ne voient pas. La gorge de Cole se serra. Clara, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, l'interrompit Clara. Tu penses que tu ne mérites pas d'être heureux. Tu penses que ton passé te définit. Tu penses que si tu restes, tu vas tout gâcher. Elle s'approcha. Mais tu as tort. Vraiment? La voix de Cole était rauque. Parce que j'ai passé 3 jours à essayer de comprendre comment être ce dont tu as besoin, et je reviens toujours à la même réponse. Je ne peux pas. Je ne te demande pas d'être autre chose que toi-même. Mais moi-même, ce n'est pas assez, dit Cole, et il y avait tant de douleur dans sa voix que Clara avait envie de pleurer. Je n'ai rien à t'offrir, Clara. Pas de terre, pas d'argent, pas de nom de famille qui vaille quelque chose. Juste moi-même. Et c'est tout, dit Clara. C'est tout. Cole secoua la tête. Tu dis ça maintenant, mais qu'en sera-t-il dans 1 an, 5 ans, quand tu réaliseras que tu t'es lié à un homme avec un passé qui le hantera toujours? Quand Lily posera des questions sur qui j'étais et ce que j'ai fait, alors nous y répondrons honnêtement, dit Clara. Nous lui dirons que les gens font des erreurs, que la rédemption est réelle, que devenir meilleur est possible. Et nous lui montrerons à quoi ressemble l'amour. Désordonné, imparfait et courageux. C'est un sacré pari, dit Cole doucement. Aimer quelqu'un aussi, dit Clara. Faire confiance à quelqu'un aussi. Espérer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui aussi. Mais je suis prête à prendre ce pari avec toi. La question est, es-tu prêt à le prendre avec moi? Cole la dévisagea, et Clara vit la guerre qui se déroulait derrière ses yeux. La peur et l'espoir, luttant pour la domination. La vieille habitude de fuir contre la nouvelle possibilité de rester. Je ne sais pas comment faire ça, dit-il finalement. Comment être le partenaire de quelqu'un, répondit Clara. Le mari, le père de Lily, faire partie d'une famille. Je sais, moi non plus. James est mort avant qu'on ait vraiment compris comment faire. Et je suis seule depuis si longtemps que j'ai oublié ce que c'est que de partager ma vie avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pensait que tout Red Hollow pouvait probablement l'entendre. C'était le moment qui définirait tout. Elle regarda autour d'elle la foule qui se rassemblait pour les annonces du festival. Tom Carter qui regardait près de la scène, Mary Sullivan et son mari, la moitié de la ville qui était allée à Billings pour témoigner pour Cole. Lily, debout à quelques pieds de là, les regardant avec de grands yeux pleins d'espoir.
Elle les regarda tous, puis elle fit son choix. On devient courageux, dit Clara. Elle prit la main de Cole et l'entraîna vers la scène. Clara, qu'est-ce que... Fais-moi confiance, dit-elle. S'il te plaît. Tom les vit arriver et s'écarta, laissant de la place à Clara sur la scène. Quelqu'un baissa la musique. Les gens commencèrent à remarquer, les conversations s'éteignant alors qu'ils réalisaient que quelque chose se passait. Clara. La voix de Cole était tendue. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose de terrifiant, admit Clara. Ses mains tremblaient, son cœur s'emballait, mais elle ne lâcha pas la main de Cole. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 jours. Elle se tourna pour faire face à la foule, face à tout Red Hollow, toutes les gens qui l'avaient vue échouer, tous les gens qui l'avaient vue se débattre, tous les gens qui l'avaient finalement vue se battre. La plupart d'entre vous me connaissent, dit Clara, et sa voix ne trembla qu'un peu. Vous savez que j'ai passé 2 ans à survivre à peine. Vous savez que j'ai failli tout perdre. Vous savez que j'étais trop fière pour demander de l'aide et trop effrayée pour l'accepter quand on me l'offrait. La foule était silencieuse, attendant. Et la plupart d'entre vous connaissent Cole, continua Clara. Vous savez ce qu'il a fait pour moi, pour ma fille, pour toute cette ville. Vous savez que c'est un homme bien qui a fait des erreurs quand il était jeune et qui a passé chaque jour depuis à essayer de se racheter. La main de Cole se resserra sur la sienne. Clara. Je n'ai pas fini, dit Clara. Elle le regarda vraiment. L'homme qui l'avait sauvé, l'homme qu'elle aimait, l'homme qui était encore trop effrayé pour croire qu'il méritait d'être sauvé lui-même. Pendant 2 ans, j'ai été terrifiée par l'espoir, dit Clara, terrifiée de faire confiance, terrifiée de vouloir autre chose que de simplement survivre. Mais Cole m'a appris quelque chose. Il m'a appris que survivre n'est pas la même chose que vivre, que l'isolement n'est pas la même chose que la sécurité, que fuir la douleur ne la rend pas moins douloureuse. Ça vous fait juste souffrir seul. Des larmes lui piquèrent à les yeux, mais elle ne détourna pas le regard du visage de Cole. Il m'a appris à être courageuse, dit Clara, à me battre pour ce qui compte, à croire que peut-être, juste peut-être, je mérite quelque chose de mieux que les miettes que la vie m'a données. Tu le mérites, dit Cole doucement. Tu mérites tout. Toi aussi, dit Clara. Et si tu ne le crois pas toi-même, alors je vais te le faire croire. Elle prit une profonde inspiration. C'était le moment qui la terrifiait plus que toute autre chose dans sa vie. Plus que la mort de James, plus que l'échec de la ferme, plus que de mourir de faim avec Lily au cœur de l'hiver. Ce moment où elle mettait son cœur complètement à nu, sans aucune garantie qu'il ne serait pas brisé. Cole Bennett, dit Clara, et sa voix résonna clairement à travers la foule. Je t'aime. J'aime la façon dont tu travailles sans te plaindre, la façon dont tu es doux avec ma fille, la façon dont tu vois ce qui doit être fait et tu le fais, tout simplement. J'aime que tu aies passé 10 ans à essayer de devenir quelqu'un de meilleur, et j'aime que tu aies réussi. Les yeux de Cole brillaient de larmes non versées. Clara. Je t'aime, répéta Clara, plus fort maintenant. Et je sais que t'as peur. Je sais que tu penses que tu ne mérites pas ça, mais j'ai peur aussi, et je le fais quand même. Alors je vais te demander quelque chose devant toute cette ville et tu vas répondre honnêtement. Et quoi qu'il arrive après ça, au moins, nous saurons tous les deux que nous avons été assez courageux pour essayer. Elle serra sa main, puis elle prononça les 7 mots qui allaient tout changer. S'il te plaît, épouse-moi et reste ici avec nous. La foule haleta. Quelqu'un laissa tomber quelque chose qui cliqueta contre la promenade en bois. La petite voix de Lily cria « Dites oui, monsieur Cole. » Mais Clara ne voyait que Cole, dont les yeux étaient écarquillés de choc. Cole, dont la main tremblait dans la sienne. Cole, qui avait l'air de s'être vu offrir quelque chose qu'il n'avait jamais osé vouloir. « Clara, dit-il, et sa voix se brisa. Tu ne peux pas. Tu ne... Si, je le peux, dit fermement Clara. Je te veux. Pas parce que j'ai besoin de toi, même si c'est le cas. Pas parce que je suis reconnaissante, même si je le suis. Mais parce que je te choisis. Chaque jour, chaque instant, je te choisis. Cole resta figé pendant ce qui sembla une éternité. Clara pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles, pouvait sentir toute la ville retenir son souffle,
pouvait voir Tom Carter sourire comme un idiot et Mary Sullivan pleurer dans son mouchoir. Et puis Cole bougea. Il l'attira contre lui, une main lui caressant le visage, et l'embrassa. Pas doucement comme avant, pas prudemment, mais avec tout ce qu'il avait retenu, toute la peur, l'espoir et l'amour désespéré et terrifié. La foule explosa, les gens applaudirent, quelqu'un siffla. Lily se lança sur la scène et les enlaça tous les deux. Quand ils se séparèrent un temps fin, Cole pressa son front contre celui de Clara. Oui, murmura-t-il, oui à tout, oui à toi et à Lily, oui à rester, oui à être courageux, oui à croire que je pourrais vraiment mériter ça. Tu le mérites, dit Clara. Je commence à le croire, admit Cole, parce que tu le crois, et je te fais plus confiance qu'à moi-même. C'est un début, dit Clara en souriant à travers ses larmes. Cole recula juste assez pour regarder la foule, tous les gens qui regardaient, la ville qui l'avait rejeté, puis défendu et qui le célébrait maintenant. Je suppose qu'on va se marier, dit-il, et il y avait de l'émerveillement dans sa voix. On dirait bien, dit Clara, devant toute la ville. Ça semblait approprié, dit Clara, puisque toute la ville a suivi notre histoire de toute façon. Cole rit vraiment, et c'était le plus beau son que Clara ait jamais entendu. C'est juste. Tom Carter monta sur la scène. Le révérend Thomas est juste là. On pourrait le faire maintenant si vous voulez. Maintenant? Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Pourquoi attendre? Demanda Tom. Vous tournez autour du pot depuis des mois. Autant officialiser les choses. Clara regarda Cole. Qu'en penses-tu? Cole la regarda Lily, regarda la ville rassemblée autour d'eux. Je pense que j'ai passé 15 ans à attendre une vie qui vaille la peine d'être vécue. J'ai fini d'attendre. C'est un oui? Demanda Clara. C'est un grand oui, dit Cole. Alors, ils se marièrent là, sur une scène improvisée, au milieu du festival du marché de printemps de Red Hollow, avec Lily debout entre eux et toute la ville comme témoin. Clara dans sa robe en calicot bleu délavé et Cole dans ses vêtements de travail. Pas de robe de luxe, pas de cérémonie élaborée. Juste deux personnes qui avaient été brisées et qui choisissaient de guérir ensemble. Quand le révérend Thomas les déclara mari et femme, Cole embrassa à nouveau Clara. Et cette fois, c'était comme une promesse, comme un début, comme tout ce qu'ils avaient, tous les deux, eu peur d'espérer. Je t'aime, dit Cole contre ses lèvres. Je t'aime aussi, dit Clara, et je continuerai à le dire jusqu'à ce que tu crois que tu le mérites. Ça pourrait prendre un certain temps, prévint Cole. Heureusement que nous avons l'éternité, dit Clara. Cette nuit-là, après que la fête se soit calmée et qu'ils aient ramené Lily à la maison et l'aient mise au lit, Clara et Cole se tenaient sur le porche de la propriété des Whitfield, leur propriété maintenant, et regardaient la terre qu'ils avaient reconstruite ensemble. Tu penses qu'on va y arriver? Demanda doucement Cole. On y est déjà arrivé, dit Clara. Tout ce qui vient après, c'est juste du bonus. Cole l'attira contre lui, et ils restèrent là, dans l'obscurité. Deux personnes qui avaient été seules, apprenant à être ensemble, deux personnes qui avaient été brisées, apprenant à être entières, deux personnes qui avaient passé des années à fuir, enfin assez courageuses pour rester immobiles. Merci, dit Cole. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné, d'avoir vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, d'avoir été assez courageuse pour prendre une chance avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi, répéta Clara. Tu veux dire quelqu'un de gentil, quelqu'un de loyal? Quelqu'un qui a passé 10 ans à essayer de devenir meilleur? Elle leva les yeux vers lui. Cole, tu n'es pas un risque. Tu es sur le pari le plus sûr que j'ai jamais fait. Les bras de Cole se resserrèrent autour d'elle. Je vais passer chaque jour à essayer d'être digne de cette foi. Tu l'es déjà, dit Clara. Tu dois juste le croire. Et alors qu'ils se tenaient là ensemble, mari et femme, partenaires, deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient choisi de marcher vers la lumière, Clara sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas seulement de l'espoir, pas seulement du bonheur, mais de la certitude. La connaissance profonde qu'ils s'étaient battus pour quelque chose de réel, de durable. Quelque chose qui valait chaque moment terrifiant qu'il avait fallu pour y arriver. Red Hollow raconterait leur histoire pendant des générations, non pas comme la tragédie d'une veuve et d'un hors-la-loi, mais comme le triomphe de deux personnes brisées qui refusaient de le rester, qui choisirent de l'amour plutôt que la peur, qui prouvèrent que la rédemption n'était pas seulement possible,
mais inévitable quand on était assez courageux pour se battre pour elle. Clara Whitfield et Cole Bennett avaient tous deux appris la leçon la plus difficile que la frontière avait à enseigner. La survie était importante, mais ce n'était pas suffisant. La vraie vie, celle qui valait la peine d'être vécue, exigeait du risque, de la confiance et le courage de croire que demain pourrait être meilleur qu'hier. Ils avaient pris ce risque, fait ce choix, trouvé ce courage. Et ce faisant, ils avaient construit quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre aurait pu construire seul. Une famille, un foyer, un avenir qui leur appartenait. Non pas parce qu'il leur avait été donné, mais parce qu'ils l'avaient mérité. Avec chaque poteau de clôture enfoncé, chaque graine plantée, chaque moment où ils choisirent de rester quand fuir aurait été plus facile. Les 7 mots que Clara prononça ce jour-là devant Red Hollow changèrent tout. Pas seulement pour elle, mais pour Cole, pour Lily, pour toute une ville qui apprit ce que signifiait vraiment donner une seconde chance à quelqu'un. Et quand leur histoire serait racontée dans les années à venir, elle se terminerait toujours de la même manière. Avec 2 personnes debout sur un poche dans le Montana, se tenant l'un contre l'autre face à l'obscurité. La preuve que l'amour était plus fort que la peur, que l'espoir était plus fort que le désespoir, et que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire était de choisir de rester quand tout en soi voulait fuir.